Je m'appelle Odette Marchand. J'ai 74 ans, les mains déformées par l'arthrose et un appartement de 48 mètres carrés avec vue sur le Vieux-Port de Marseille. Cet appartement, je l'ai acheté euro par euro, en frottant les sols des riches pendant 13 ans. 13 années à économiser chaque centime, à renoncer à tout ce qui n'était pas strictement nécessaire. Pas de vacances, pas de restaurant, pas de cinéma. Juste mes mains usées, ma volonté de faire et ce rêve obsédant, posséder enfin quelque chose qui m'appartiendrait vraiment. Quand j'ai signé l'acte de propriété à 67 ans, j'ai pleuré comme une enfant. Moi, la fille de concierge, la veuve de docker, je possédais enfin un chez-moi. Un refuge où personne ne pourrait jamais me chasser. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Mon fils Maxime est la seule chose que j'ai réussi dans ma vie. Je l'ai élevé seul après la mort de son père, mort d'un infarctus sur les quais à 52 ans. J'ai tout sacrifié pour qu'il fasse des études, qu'il devienne quelqu'un de bien. Et il l'est devenu. Comptable, sérieux, travailleur. Quand il s'est marié avec Ludivine il y a 3 ans, j'ai cru que mon fils avait enfin trouvé le bonheur. Ludivine est belle, éduquée, elle travaille dans une agence de communication. Au début, elle était charmante avec moi. Elle m'apportait des macarons, me demandait des conseils de cuisine, riait à mes histoires. Puis, imperceptiblement, les choses ont changé. Vous ne trouvez pas que c'est grand pour une personne seule, Odette? Il faudrait vraiment refaire la cuisine. Ça valoriserait l'appartement. Vous avez pensé aux résidences seniors? Ce serait tellement mieux pour vous. Je faisais semblant de ne pas comprendre. Mais je comprenais très bien. Elle voulait mon appartement. Elle le mesurait du regard chaque fois qu'elle venait. Elle établissait des plans mentaux. Elle me voyait déjà morte ou parquée dans une maison de retraite. Ce dimanche de novembre, sous la pluie battante, j'avais préparé un pot-au-feu. Mon fils et sa femme sont arrivés de mauvaise humeur, trempés. Nous avons mangé en silence. Puis Ludivine a posé sa cuillère et m'a regardée avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Odette, il faut qu'on parle sérieusement. Vous avez 74 ans. Vous avez eu une belle vie. Vous avez travaillé dur. Vous avez élevé un fils merveilleux. Mais maintenant, il est temps de penser aux autres. À nous. À votre fils. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade. « Madame a déjà assez vécu, » a-t-elle dit avec une douceur terrifiante. « Laissez l'appartement pour nous. Nous, on a encore un avenir à construire. » J'ai regardé Maxime, mon fils, mon unique enfant. J'attendais qu'il dise quelque chose, qu'il la contredise, qu'il me défende. Il a continué à manger, les yeux baissés sur son assiette, comme si sa femme ne venait pas de me dire que j'avais assez vécu, comme si je n'étais déjà plus là. Ce silence m'a brisé le cœur plus sûrement que n'importe quelle parole. Je me suis levée calmement. J'ai souri. J'ai offert du café. « Je vais réfléchir », ai-je dit. Ils sont partis satisfaits, convaincus que j'allais céder. Cette nuit-là, assise devant ma fenêtre à regarder les lumières du port trembler dans l'obscurité, j'ai pris une décision. Une décision qui allait changer nos vies à tous. Le lendemain matin, je suis allée voir un notaire. 3 semaines plus tard, j'ai convoqué Maxime et Ludivine. Ils sont venus pleins d'espoir, pensant que j'allais leur annoncer ma décision de leur céder l'appartement. J'ai réfléchi, ai-je dit, à ce que tu m'as dit, Ludivine, sur le fait que j'avais assez vécu. Son sourire s'est élargi. J'ai donné l'appartement à l'Association Sainte-Marthe, une organisation qui accueille des femmes âgées en situation de précarité. J'ai signé l'acte de donation il y a 3 jours, avec réserve d'usufruit viager. Je continue à y vivre jusqu'à ma mort, et après, il leur appartiendra. C'est irréversible. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ludivine est devenue blanche, puis rouge, puis violette de rage. Vous n'aviez pas le droit. Cet appartement devait revenir à Maxime. Non, ai-je répondu calmement. Cet appartement était le mien, et j'en ai fait ce que j'ai voulu. Elle s'est tournée vers Maxime en hurlant qu'on pouvait contester, qu'il fallait m'attaquer en justice, que j'étais folle. Mais Maxime ne disait rien. Il me regardait avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Stupéfaction, colère, honte. Maman. Pourquoi? Parce que tu es resté silencieux, Maxime. Quand ta femme m'a dit que j'avais assez vécu, tu n'as rien dit. À ce moment-là, j'ai compris que je ne comptais plus pour toi. Les larmes coulaient sur ses joues. « Sortez de chez moi », ai-je dit à Ludivine. Elle est partie en claquant la porte. Mais ce n'était que le début, car quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre d'avocat. Mon fils m'attaquait en justice pour contester la donation. Mon propre fils. Celui pour qui j'avais tout sacrifié voulait me prendre ce qui m'appartenait. Alors j'ai dû me battre. Une dernière fois. Une vieille femme de 74 ans contre son propre enfant et une belle fille assoiffée d'argent. Mais j'avais une arme qu'ils n'avaient pas imaginée. J'avais raison. J'avais la loi.
Et surtout, j'avais ma dignité. Ce qui s'est passé ensuite, personne ne pouvait le prévoir. Ni moi, ni Maxime, ni Ludivine. Parce que parfois, quand on refuse de se laisser écraser, quand on transforme sa douleur en acte de générosité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Quelque chose qui dépasse la vengeance. Quelque chose qui ressemble à la rédemption. Mon nom est Odette Marchand. J'ai 74 ans et un appartement qui ne m'appartient déjà plus vraiment. Mais paradoxalement, il n'a jamais été autant à moi. Et ce que j'ai appris dans cette bataille, c'est que le véritable héritage ne se mesure pas en mètres carrés. Il se mesure en dignité retrouvée, en pardon arraché et en vie transformée. Je me souviens du jour où j'ai signé chez le notaire comme si c'était hier, bien que cela fasse maintenant 7 ans. J'avais 67 ans, les cheveux déjà tout blancs, tirés en chignon comme je les portais depuis toujours, et mes mains tremblaient tellement en tenant le stylo que Maître Blanchard avait dû poser sa paume sur la mienne pour m'aider à tracer ma signature. Ses doigts étaient chauds et fermes, rassurants, et je me souviens d'avoir pensé que c'était la première fois depuis la mort de René qu'un homme me touchait avec bienveillance. « Félicitations, Madame Marchand », avait-il dit avec un sourire qui creusait des rides au coin de ses yeux. « Vous êtes propriétaire. Propriétaire. » Ce mot avait résonné dans ma poitrine comme une cloche d'église un dimanche matin, quand tout le quartier se réveille au son du bronze qui appelle les fidèles. Moi, Odette Marchand, fille de concierge née dans une loge humide du 3e arrondissement, veuve de docker mort trop jeune sur les quais de Marseille, je possédais enfin quelque chose qui ne pourrait jamais m'être repris. Pas un meuble récupéré sur un trottoir, pas un vêtement acheté aux puces, pas un appartement loué à la merci d'un propriétaire capricieux. Non, quelque chose à moi seule. L'appartement se trouvait au 4e étage sans ascenseur d'un immeuble ocre de la rue Sainte, à 2 pas du Vieux-Port. 88 marches exactement. Je les avais comptées le premier jour, le souffle court, le cœur battant, en me disant que chaque marche était une victoire. 48 mètres carrés, un salon avec cuisine américaine, une chambre juste assez grande pour un lit double et une armoire, une salle de bain minuscule aux carreaux bleus démodés mais propres, et surtout, 2 grandes fenêtres qui donnèrent sur le port. Le matin, la lumière entrait comme une bénédiction, dorée et chaude, dessinant des rectangles lumineux sur le parquet vieilli. L'après-midi, je pouvais voir les mouettes tournoyer au-dessus des barques de pêcheurs, leurs cris rauques se mêlant aux klaxons des voitures et aux conversations animées des touristes. Le soir, les lumières des restaurants du quai s'allumaient une à une, et je m'asseyais dans mon fauteuil près de la fenêtre avec une tisane de tilleul, regardant les gens vivre leur vie en contrebas, les couples qui se promenaient main dans la main, les enfants qui couraient après les pigeons, les vieux qui discutaient politique devant un pastis. 13 ans. Il m'avait fallu 13 ans d'économie pour réunir l'apport nécessaire et convaincre la banque de m'accorder un prêt malgré mon âge. 13 ans à faire des ménages dans les appartements cossus du 8e arrondissement, dans ces immeubles haussmanniens aux portes cochères imposantes et aux halls de marbre où mes pas résonnaient comme une intrusion. Je travaillais pour 6 familles différentes. Madame Dufresne, une veuve élégante qui collectionnait les porcelaines chinoises et me payait correctement, me laissait parfois emporter les restes de ses dîners. Odette, vous ne devriez pas jeter ce poulet rôti, prenez-le donc. Et ces légumes aussi, ils sont encore très bons. Je la remerciais avec discrétion, sachant que ces restes me nourriraient pour 2 jours et m'éviteraient d'entamer mes maigres économies. Il y avait aussi les Bertrand, un couple de médecins toujours pressés qui me laissaient un chèque sur la table de l'entrée sans jamais me croiser. Les Lafont, avec leurs 3 enfants turbulents qui laissèrent traîner des jouets partout et dont je ramassais patiemment les Legos éparpillés. Monsieur Vidal, un professeur de philosophie à la retraite qui vivait seul au milieu de milliers de livres et qui me parlait parfois de Spinoza pendant que je dépoussiérais ses étagères, sans vraiment comprendre ce qu'il disait, mais en hochant poliment la tête. Je frottais leur parquet en chêne massif qui craquait sous mes genoux, je nettoyais leur cuisine équipée plus grande que mon ancien studio de Saint-Mauron, je lavais les vitres de salon où je n'aurais jamais osé m'asseoir de peur d'abîmer les canapés de cuir italien. Je récurais leurs baignoires, je repassais leurs draps de lin, je rangeais leurs placards remplis de vêtements qu'ils ne portaient jamais. Et chaque soir, en rentrant chez moi avec mes mains rougies par les produits ménagers et mon dos douloureux, je sortais mon petit carnet à spirale où je notais méticuleusement mes dépenses et mes revenus. Loyer, 450 €. Électricité et eau, 60 €. Nourriture, 180 € par mois, pas un centime de plus. Transport, 40 € de carte, RTM. Tout le reste, 620 € en moyenne, allait directement sur mon livret A. J'avais ouvert ce livret A dès le lendemain de l'enterrement de mon mari, René. C'était un mardi pluvieux de février 1998.
Je m'en souviens parce que le banquier qui m'avait reçu portait une cravate noire et j'avais pensé que c'était par respect pour mon deuil, avant de réaliser qu'il devait la porter tous les jours. René était mort d'un infarctus sur les quais. À 52 ans seulement, le corps usé par 30 années à charger des containers sous le mistral glacial de l'hiver et le soleil écrasant de l'été. Il était tombé entre 2 caisses de marchandises en agrippant sa poitrine, et ses collègues avaient mis 10 minutes à appeler les secours parce qu'ils pensaient qu'il faisait une crise d'angoisse. Quand l'ambulance était arrivée, il était déjà parti. On me l'avait appris par un coup de téléphone au milieu de l'après-midi, alors que j'étais en train de récurer l'évier de Madame Dufresne. Je me souviens d'avoir lâché l'éponge, d'être resté figé devant ce téléphone mural, incapable de raccrocher, incapable de pleurer, incapable de penser. Nous n'avions jamais rien possédé, René et moi, à part notre fils Maxime, et un petit appartement de 2 pièces en location dans le quartier de Saint-Mauron, un quartier populaire où les murs des immeubles étaient lépreux et où les escaliers sentaient l'urine et le tabac froid. René gagnait correctement sa vie, mais il dépensait tout aussi vite. Il aimait boire un coup avec ses collègues après le travail, s'arrêter au PMU pour jouer quelques euros sur les courses de chevaux, offrir une tournée générale au bar du panier quand il avait touché sa prime de fin d'année. « Faut bien profiter de la vie, Odette », disait-il en haussant les épaules quand je lui reprochais ses dépenses. « On ne l'emportera pas au paradis, notre argent. » Et peut-être avait-il raison finalement, puisqu'il était parti si jeune sans avoir profité de grand-chose. Après sa mort, j'avais décidé que je ne finirais pas ma vie à la merci d'un propriétaire qui pourrait me mettre dehors du jour au lendemain si l'envie lui prenait d'augmenter le loyer ou de récupérer son bien. J'avais 54 ans, des genoux qui commençaient à protester quand je montais les escaliers et aucune perspective de retraite décente. Mais j'avais mes 2 mains, une santé encore correcte et une détermination féroce que je ne me connaissais pas. Alors j'avais économisé. Chaque euro, chaque centime. Pas de cinéma. De toute façon, je n'avais jamais aimé ça. Pas de restaurant. Je cuisinais mieux que n'importe quel chef. Pas de vacances. Où serais-je allée, toute seule? Les vêtements, je les achetais aux puces de la Caplette, dans les bacs où l'on fouillait parmi les tissus défraîchis, à la recherche d'une jupe encore présentable ou d'un chemisier sans tache. Les meubles, je les récupérais sur les trottoirs les soirs de déménagement, en faisant le tour du quartier avec un cabas et un œil de lynx. Une petite table bancale qu'il suffisait de caler avec un bout de carton. Une chaise dépareillée mais solide. Un miroir au cadre doré écaillé que j'avais frotté pendant 1 heure pour lui redonner un peu d'éclat. Et Maxime, mon petit Maxime, avait grandi avec une mère qui comptait les centimes mais ne manquait jamais de tendresse. Je n'avais pas pu lui offrir les baskets à la mode que portèrent ses camarades de classe, ni la console de jeux vidéo qu'il réclamait pour Noël, ni les vacances à la mer que ses copains racontaient à la rentrée. Mais je lui avais donné tout mon amour, toute mon attention, toute ma présence. Je l'aidais à faire ses devoirs le soir à la lumière de la lampe de la cuisine. Je lui préparais des goûters avec des tartines de pain et de confiture maison. Je reprisais ses chaussettes trouées en écoutant ses histoires d'école. Et surtout, je lui avais répété inlassablement qu'il devait étudier, qu'il devait réussir, qu'il méritait mieux que la vie que nous menions. Il avait écouté. Il avait été un élève sérieux, studieux, appliqué. Pas brillant, mais constant. Il obtenait des notes correctes, rendait ses devoirs à temps, ne se faisait jamais remarquer. Au lycée, il avait choisi la filière ES et après son bac obtenu avec mention assez bien, il était entré en BTS comptabilité dans un établissement public de Marseille. Pendant ces 2 années, j'avais multiplié les heures de ménage pour qu'il n'ait pas besoin de travailler à côté de ses études. J'acceptais tous les chantiers qu'on me proposait. Les appartements mal entretenus où il fallait gratter la crasse accumulée, les déménagements où l'on me demandait de nettoyer après le passage des anciens locataires, même les bureaux à laver le samedi matin quand les entreprises étaient fermées. Je rentrais épuisée, les jambes lourdes, le dos en compote, mais je m'endormais avec le sourire en pensant que mon fils aurait un métier respectable, un vrai métier, avec une vraie fiche de paie et une vraie retraite. Il avait fini son BTS avec de bons résultats et avait trouvé un emploi dans un cabinet comptable du 6e arrondissement 3 mois après son diplôme. Je me souviens du jour où il m'avait annoncé la nouvelle. Il était rentré à la maison. Il vivait encore avec moi à l'époque, dans notre petit appartement de Saint-Mauron, avec un bouquet de roses blanches et un sourire immense. « Maman, je l'ai eu. Le poste chez Berthaud & Associés. Je commence lundi prochain. » J'avais pleuré. Pleuré de joie, de soulagement, de fierté. Mon fils, mon petit garçon que j'avais élevé seul dans ce quartier difficile, allait travailler dans un cabinet réputé, porter un costume et une cravate, gagner décemment sa vie. J'avais l'impression d'avoir accompli ma mission sur Terre. Quelques années plus tard, quand il avait eu 25 ans et qu'il avait économisé un peu d'argent,
Il avait trouvé un studio à louer près de la préfecture et était parti vivre seul. Je lui avais dit que c'était bien, que c'était normal, qu'il fallait qu'il prenne son indépendance. Mais le soir de son déménagement, après l'avoir aidé à monter ses cartons dans les escaliers et lui avoir fait un dernier au revoir sur le palier, j'étais rentrée dans notre appartement devenu trop grand et trop silencieux, et j'avais sangloté pendant des heures, recroquevillée sur le canapé défoncé, en serrant contre moi le vieux pull de René qui sentait encore vaguement le tabac et la sueur. Maxime venait me voir régulièrement. Tous les dimanches, fidèlement, il débarquait vers midi avec une baguette encore tiède et un gâteau de la pâtisserie du coin. Nous déjeunions ensemble, je lui préparais ses plats préférés, la daube provençale, les pieds paquets, l'aïoli, et il me racontait sa semaine au bureau, les clients difficiles, les déclarations fiscales compliquées, les collègues sympathiques. Il était devenu un homme, mon Maxime. Un homme sérieux, rangé, méthodique. Peut-être trop, parfois. Il avait du mal à prendre des décisions, à s'affirmer, à dire non. Au bureau, on lui confiait les dossiers dont personne ne voulait, et il les acceptait sans broncher. En amour, il n'avait jamais réussi à garder une relation plus de quelques mois. « Elle me trouve ennuyeux, maman », me confiait-il avec un sourire triste. « Elles disent que je manque de fantaisie, que je suis trop prévisible. » Je lui répondais toujours la même chose. « Ne t'inquiète pas, mon grand. Tu trouveras quelqu'un qui saura voir la personne extraordinaire que tu es. Il faut juste être patient. Écoute ton cœur, il ne te mentira jamais. » C'était une phrase que ma propre mère me répétait quand j'étais jeune et que j'avais transmise à mon fils comme on transmet un héritage invisible. Pendant toutes ces années, je continuais à économiser. Mon livret A grossissait lentement mais sûrement. 12 000 euros, 15 000, 20 000. À 59 ans, j'avais mis de côté 28 000 euros et j'avais commencé à regarder les petites annonces immobilières. Rien de fou, juste un studio, quelque chose de petit mais à moi. Les prix me donnaient le vertige. Même les studios les plus miteux coûtaient 80 000 euros, 90 000, parfois plus si c'était bien situé. Mais je ne me décourageais pas. Je continuais à économiser, à travailler, à espérer. À 63 ans, j'avais 42 000 euros. La banque avait finalement accepté de me prêter 35 000 euros sur 10 ans, malgré mon âge, parce que j'avais un CDI chez une société de nettoyage et un dossier bancaire impeccable. Jamais un découvert, jamais un paiement en retard. Avec mes 42 000 euros d'apport et les 35 000 du prêt, j'avais un budget total de 77 000 euros. Ce n'était pas beaucoup, surtout à Marseille, où les prix flambaient avec les touristes et les Parisiens qui achetaient des résidences secondaires. Mais c'était suffisant pour un petit appartement dans un quartier populaire ou un studio mieux situé. J'avais visité pendant des mois. Des appartements sombres au rez-de-chaussée qui sentaient l'humidité. Des studios minuscules de 15 mètres carrés où l'on entendait les voisins respirer à travers les cloisons. Des 2 pièces délabrées où il aurait fallu tout refaire, avec un budget de travaux que je n'avais pas. Et puis, un jour de mars 2018, l'agent immobilier m'avait appelé. « Madame Marchand, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Rue Sainte, 4e étage, 48 mètres carrés, vue sur le Vieux-Port. Le propriétaire est pressé de vendre. Il demande 75 000 euros. » Mon cœur avait fait un bond dans ma poitrine. Je l'avais visité le lendemain. L'immeuble était vieux mais bien entretenu, avec une belle façade ocre et des volets verts. L'escalier était étroit et raide, sans ascenseur, mais propre. Au 4e étage, la porte s'était ouverte sur un petit paradis. Certes, tout était vieillot. Le parquet usé, les murs défraîchis, la cuisine d'un autre âge, la salle de bain avec ses carreaux bleus années 70. Mais la lumière. Oh, cette lumière qui entrait à flot par les 2 grandes fenêtres et illuminait chaque recoin. Et la vue. Cette vue incroyable sur le Vieux-Port, sur les bateaux, sur Notre-Dame de la Garde qui veillait sur la ville du haut de sa colline. Je m'étais approchée de la fenêtre, j'avais regardé dehors, et j'avais su. C'était là. C'était chez moi. J'avais négocié le prix, 73 000 euros au lieu de 75 000, et signé 3 semaines plus tard. Le jour où j'avais reçu les clés, j'étais rentrée dans l'appartement vide, j'avais refermé la porte derrière moi, et j'étais restée là, debout au milieu du salon, à pleurer en silence. Pleurer de bonheur, de soulagement, d'incrédulité. À 67 ans, après une vie entière à me battre, j'avais enfin un chez moi. J'avais meublé l'appartement petit à petit, avec mes meubles récupérés et quelques achats aux puces. La table en bois ciré héritée de ma mère. Le fauteuil en velours vert que j'avais trouvé dans une brocante de la Ciotat pour 20 euros et que j'avais retapissé moi-même avec un tissu acheté au marché.
Le lit en fer forgé qui avait appartenu à ma grand-mère et que j'avais gardé dans un garde-meuble pendant des années. Dans la chambre, j'avais accroché au mur, juste au-dessus du lit, une petite icône de Sainte-Anne que ma grand-mère m'avait offerte le jour de ma première communion. L'image était fanée, les couleurs passées, mais je l'aimais. Sainte-Anne, la grand-mère de Jésus, celle qui avait élevé Marie avec patience et amour. Je me disais parfois qu'elle veillait sur moi, qu'elle comprenait ce que c'était d'être une femme ordinaire essayant de faire du mieux qu'elle pouvait. Les premières semaines dans l'appartement avaient été magiques. Je me levais tôt chaque matin, je préparais mon café dans la petite cuisine et je m'installais près de la fenêtre pour regarder le port se réveiller. Les pêcheurs qui chargeaient leurs filets, les restaurateurs qui disposaient les tables sur les terrasses, les touristes qui commencèrent déjà à affluer dès 8 heures du matin avec leurs appareils photo et leurs casquettes. Je regardais tout ça avec un sentiment de plénitude que je n'avais jamais connu. C'était à moi. Personne ne pourrait me le prendre. Maxime était venu me voir le dimanche suivant mon emménagement, et je lui avais fait visiter avec fierté. « Maman, c'est magnifique !» avait-il dit, les yeux brillants. « Tu l'as bien mérité, je suis fière de toi. » Il m'avait serré dans ses bras et j'avais senti les larmes monter à nouveau. Mon fils était fier de moi. C'était tout ce qui comptait. Les années avaient passé, tranquillement. Je continuais à faire mes ménages, même si mon corps protestait de plus en plus. Mes genoux craquaient dans les escaliers. Mon dos me faisait souffrir après une journée à frotter les sols. Mes mains étaient déformées par l'arthrose. Mais je tenais bon. Il me restait encore 6 ans de crédit à rembourser, et je voulais terminer mes paiements avant de prendre ma retraite. Maxime me disait souvent que je devrais arrêter, que je pouvais demander ma retraite anticipée. Mais je refusais. Tant que je pouvais travailler, je travaillais. C'était une question de dignité. Et puis, il y a 3 ans, tout avait changé. Maxime m'avait téléphoné un mardi soir, la voix vibrante d'excitation. « Maman, il faut que je te voie. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Mon cœur s'était serré. Quand un fils célibataire de 39 ans vous dit ça, il n'y a qu'une seule explication possible. Il avait débarqué chez moi 1 heure plus tard, essoufflé d'avoir monté les escaliers 4 à 4, les joues rouges, les yeux brillants. « Maman, je suis fiancée. » J'avais porté mes mains à ma bouche. Oh, mon grand! Toutes les émotions s'étaient bousculées en moi. La joie, évidemment, la surprise aussi. Et quelque chose d'autre, plus sombre, que je n'osais pas nommer. Une peur sourde que mon fils m'échappe définitivement, que je perde ma place dans sa vie. Elle s'appelle Ludivine, avait-il continué, fébrile, en s'asseyant sur le canapé et en me prenant les mains. Je l'ai rencontrée il y a 8 mois au bureau. Elle travaille dans une agence de communication digitale. Elle est intelligente, drôle, belle. Maman, tu vas l'adorer. Elle a tellement envie de te rencontrer. Je l'avais écoutée me parler d'elle pendant 1 heure en hochant la tête, en souriant, en posant les bonnes questions. Comment vous êtes-vous rencontrés? Quand allez-vous vous marier? Où habitez-vous? Mais dans ma tête, une petite voix anxieuse chuchotait. Qui est cette femme qui va me prendre mon fils? Notre première rencontre avait eu lieu ici, dans mon appartement, un dimanche de mai. Le printemps marseillais était dans toute sa splendeur. Le ciel d'un bleu profond, l'air embaumant le jasmin et la lavande. J'avais passé toute la matinée à préparer le déjeuner. Une daube provençale, le plat préféré de Maxime depuis l'enfance, mijoté pendant des heures avec du vin rouge de Bandol, des carottes fondantes, des oignons caramélisés, des olives noires et des herbes de Provence. Des pommes de terre rôties à l'ail et au romarin, une salade verte du marché avec une vinaigrette à l'huile d'olive, et pour le dessert, une tarte tropézienne que j'avais achetée chez le meilleur pâtissier du quartier parce que je voulais que tout soit parfait. J'avais mis la table avec soin, ma nappe brodée, celle que ma mère m'avait offerte pour mon mariage et que je sortais seulement pour les grandes occasions. Les assiettes en porcelaine que Madame Dufresne m'avait données quand elle avait refait sa vaisselle, les verres en cristal hérités de ma grand-mère, des serviettes en tissu repassées avec application. Au centre de la table, un bouquet de lavande séchée disposé dans un vieux pot de confiture que j'avais décoré avec de la ficelle. Rien de sophistiqué, rien d'ostentatoire, mais propre, chaleureux, fait avec amour. Quand la sonnette avait retenti à midi pile, j'avais lissé mon tablier, vérifié mon chignon dans le miroir de l'entrée et ouvert la porte avec un sourire que j'espérais naturel. Ludivine était là, debout sur le palier à côté de Maxime, et elle était éblouissante, grande, mince, les cheveux châtains coupés au carré avec cette perfection géométrique qui ne laisse aucune place au hasard, le visage finement maquillé, les ongles vernis d'une couleur nude discrète, mais visiblement coûteuse. Elle portait une robe blanche simple, des sandales à talons
et tenait dans les mains un magnifique bouquet de pivoine rose. « Madame Marchand, avait-elle dit avec un sourire éclatant en me tendant le bouquet, quel plaisir de vous rencontrer enfin. Maxime me parle tellement de vous. » Sa voix était claire, bien articulée, avec cet accent marseillais légèrement gommé des gens qui ont fait des études supérieures et qui ont appris à neutraliser les sonorités trop marquées pour ne pas être cataloguées. Elle sentait un parfum léger, floral, du jasmin peut-être, qui flottait autour d'elle comme un nuage invisible. « Entrez, entrez », avais-je dit en m'effaçant pour les laisser passer. « Bienvenue chez moi. » Ludivine était entrée en regardant autour d'elle avec curiosité, et j'avais soudainement vu mon appartement avec ses yeux à elle. Le parquet usé, les murs un peu défraîchis, les meubles dépareillés, la vieille télévision posée sur une commode bancale, tout ce qui me semblait douillet et chaleureux devait lui paraître vieillot et pauvre. Mais elle avait souri, s'était approchée de la fenêtre et avait poussé une exclamation admirative. « Oh, quelle vue magnifique! C'est extraordinaire, cette luminosité. Et si bien située, en plus, à 2 pas du Vieux-Port. Vous avez vraiment eu du flair, Madame Marchand ?» Elle semblait sincère, et j'avais senti mon cœur se réchauffer. Peut-être que oui, peut-être que cette fille était bien, peut-être que j'avais eu tort de m'inquiéter. Le déjeuner s'était déroulé agréablement. Ludivine avait complimenté la daube, m'avait demandé la recette, s'était resservie 2 fois. Elle avait posé des questions sur ma vie, sur mon travail, sur Marseille autrefois. Ça devait être fascinant de voir la ville se transformer au fil des années. Vous avez vécu tellement de choses, Madame Marchand. Elle avait écouté mes histoires avec attention, riait au bon moment, hochait la tête avec empathie quand je parlais des années difficiles après la mort de René. Maxime la regardait avec adoration, et je m'étais dit que oui, peut-être, c'était la bonne. Celle qui rendrait mon fils heureux, qui prendrait soin de lui, qui lui donnerait des enfants un jour. À la fin du repas, alors que nous dégustions la tarte tropézienne avec un café, Ludivine m'avait parlé d'elle. Elle avait 33 ans, avait grandi à Aix-en-Provence dans une famille d'intellectuels. Son père chirurgien, sa mère professeure de lettres classiques au lycée Thiers. Elle avait fait une école de commerce à Lyon, puis était revenue dans le sud pour travailler dans une agence de communication spécialisée dans le digital. Je m'occupe de la stratégie des réseaux sociaux pour des grandes marques. Ça paye plutôt bien, avait-elle précisé avec un petit rire, comme pour s'excuser de cette réussite. Maxime l'avait rencontrée lors d'un audit comptable dans son agence, et ils avaient commencé à se fréquenter peu après. « Maxime est quelqu'un de rare, vous savez », avait-elle dit en posant sa main sur celle de mon fils. « Dans mon milieu, les gens sont souvent superficiels, obsédés par les apparences. Lui, il est authentique, posé, fiable. C'est ce qui m'a plu tout de suite. » Maxime avait rougi, et j'avais senti mon cœur se serrer d'émotion. Cette fille voyait ce que je voyais. Elle comprenait la valeur de mon fils. Ils étaient repartis en fin d'après-midi, après m'avoir aidé à débarrasser et à faire la vaisselle. Sur le palier, Ludivine m'avait embrassée sur les 2 joues. « Merci pour ce merveilleux déjeuner, Odette. Je reviendrai avec plaisir. Odette. Pas Madame Marchand. Pas belle maman. Odette, tout simplement. » Avec une familiarité qui me flattait et me troublait à la fois. Le mariage avait eu lieu 6 mois plus tard, en novembre, à la mairie du 7e arrondissement. Une cérémonie simple et élégante. Une 30aine d'invités seulement. La famille proche, quelques amis. Ludivine portait une robe crème en soie fluide, pas de voile, juste une couronne de roses blanches et de feuilles d'eucalyptus dans les cheveux. Elle était radieuse, lumineuse, et Maxime la regardait comme si elle était la 8e merveille du monde. Moi, j'avais mis ma robe bleu marine achetée aux Galeries Lafayette en solde 3 mois auparavant. La seule robe un peu chic que je possédais, et je m'étais fait coiffer chez un salon du quartier. En me regardant dans le miroir ce matin-là, j'avais vu une vieille femme aux traits fatigués, aux mains déformées par l'arthrose, et je m'étais demandé si j'aurais ma place au milieu de tous ces gens élégants. Les parents de Ludivine, Monsieur et Madame Chevalier, étaient arrivés en Audi noir. Lui, grand, distingué, les tempes grisonnantes, portait un costume 3 pièces anthracite et des boutons de manchette en argent. Elle, mince et élégante dans un tailleur pantalon beige, arborait un carré impeccable et des perles aux oreilles. Il m'avait salué poliment, avec cette courtoisie distante des gens habitués aux bonnes manières. « Enchantée, Madame Marchand », avait dit Madame Chevalier en me tendant une main aux ongles soignés. « Maxime nous a beaucoup parlé de vous. » J'avais serré cette main fraîche et parfumée en me sentant soudainement très consciente de mes propres mains rugueuses, abîmées par des décennies de produits ménagers. La cérémonie avait été brève et émouvante.
L'adjointe au maire, un homme bedonnant aux lunettes rondes, avait lu les articles du Code civil d'une voix monocorde avant de laisser place aux vœux des mariés. Maxime avait parlé le premier, la voix tremblante, les yeux humides. « Ludivine, tu es arrivée dans ma vie comme un rayon de soleil après des années de grisaille. Tu m'as appris à rêver, à oser, à croire que je méritais d'être heureux. Je te promets de t'aimer et de te respecter tous les jours de ma vie. » J'avais sorti mon mouchoir de mon sac, incapable de retenir mes larmes. Ludivine avait répondu avec une assurance tranquille qui contrastait avec l'émotion de Maxime. « Maxime, tu es l'homme le plus honnête, le plus sincère que j'ai jamais rencontré. Avec toi, je me sens en sécurité, comprise, aimée pour ce que je suis vraiment. Je te promets de construire avec toi une vie belle et pleine de sens. » Elle avait souri, dévoilant des dents parfaitement blanches et alignées, et l'assemblée avait applaudi. Après la mairie, les parents de Ludivine avaient invité tout le monde à déjeuner dans un restaurant du Vallon des Aufs, une petite crique pittoresque coincée entre les rochers, où les anciennes cabanes de pêcheurs avaient été transformées en établissement gastronomique. La salle avait été privatisée pour l'occasion. Des nappes blanches immaculées, des bouquets de fleurs séchées sur chaque table, des assiettes en porcelaine fine. Le menu était raffiné. Tartare de dorade aux agrumes, barres de lignes rôties, fondant au chocolat noir. Du champagne rosé coulait à flots. Monsieur Chevalier avait porté un toast éloquent sur la valeur du mariage et l'importance de construire un foyer solide. Madame Chevalier avait ajouté quelques mots sur l'amour et la complicité. Quand mon tour était venu, je m'étais levée, la gorge serrée, consciente de tous ces regards sur moi, et j'avais simplement dit « Je suis fière de mon fils. Je souhaite beaucoup de bonheur aux mariés. » Ma voix avait tremblé, et je m'étais rassise rapidement, les joues brûlantes. À la fin du repas, alors que les invités sirotèrent leur café et que les conversations s'éparpillaient en petits groupes, Madame Chevalier s'était approchée de moi. Elle avait tiré une chaise et s'était assise à mes côtés avec un sourire bienveillant. « Comme vous devez être fière de votre fils, Madame Marchand, » avait-elle dit d'une voix douce. « C'est un garçon en or. Vous l'avez merveilleusement bien élevé, et toute seule en plus. Ça n'a pas dû être facile. » J'avais hoché la tête, incapable de parler, sentant les larmes monter à nouveau. Elle avait posé sa main sur la mienne, ce geste simple, inattendu, et avait ajouté « Ludivine a de la chance de l'avoir trouvé, et nous sommes heureux de vous accueillir dans notre famille. » Ces mots m'avaient touchée plus profondément qu'elle ne pouvait l'imaginer. J'avais passé ma vie entière à me sentir inférieure, invisible, insignifiante. Et là, cette femme cultivée, élégante, qui vivait dans un monde que je ne connaîtrais jamais, me disait que j'avais de la valeur, que j'avais réussi quelque chose d'important. Je lui avais souri à travers mes larmes et murmuré « Merci, merci beaucoup ». Les premiers mois après le mariage avaient été paisibles et heureux. Ludivine et Maxime s'étaient installés dans un 3 pièces moderne du côté de la Pointe-Rouge, un quartier résidentiel en bord de mer avec des immeubles récents, des espaces verts et un parking souterrain. L'appartement était lumineux, fonctionnel, décoré avec goût, des meubles scandinaves en bois clair, des coussins au ton pastel, des plantes vertes un peu partout. Ludivine avait un don pour la décoration. Tout était harmonieux, épuré, Instagram-friendly comme elle disait en riant. Ils venaient déjeuner chez moi un dimanche sur 2 et c'était devenu un rituel que j'attendais avec impatience toute la semaine. Le samedi, j'allais au marché de Noailles acheter les meilleurs produits. Des tomates gorgées de soleil, des aubergines brillantes, du poisson frais pêché le matin même, des herbes aromatiques qui embaumaient. Je passais la matinée du dimanche en cuisine, à mijoter, à préparer, à dresser les plats avec soin. Quand ils arrivaient, l'appartement sentait bon la cuisine provençale et Maxime disait toujours en entrant « Ça sent comme quand j'étais petit, maman ». Ludivine apportait toujours quelque chose. Des macarons de chez un pâtissier réputé, une bouteille de vin, des fleurs fraîches. Elle m'aidait à mettre la table, à débarrasser, à faire la vaisselle. Elle me demandait des conseils pour cuisiner. « Comment vous faites votre tapenade, Odette? Et votre ratatouille? Quel est votre secret? » Elle prenait des notes sur son téléphone, photographiait les plats, promettait de les refaire à la maison. Elle me racontait des anecdotes sur son travail, sur ses clients difficiles, sur les absurdités du monde de la communication digitale. Elle riait de bon cœur, d'un rire clair et sonore qui résonnait dans l'appartement. Et moi, je me disais que oui, j'avais eu raison de l'aimer, que mon fils avait fait le bon choix. Maxime semblait heureux, plus détendu qu'il ne l'avait jamais été. Il souriait davantage, parlait plus librement, osait faire des blagues. Ludivine avait ce don de le mettre en valeur, de souligner ses qualités, de le faire se sentir important. « Maxime est tellement doué avec les chiffres », disait-elle avec fierté.
Il a sauvé 3 de mes clients d'un contrôle fiscal catastrophique. C'est un génie. Mon fils rougissait, protestait mollement, mais je voyais bien qu'il était flatté. Pendant près de 2 ans, tout avait été parfait, ou presque. Parce qu'avec le recul, je réalise maintenant qu'il y avait des signes, de petits détails que j'aurais dû remarquer, mais que j'avais préféré ignorer. Comme cette fois où Ludivine, en finissant son café, avait regardé autour d'elle d'un air songeur et avait dit « Vous ne trouvez pas que c'est grand pour une personne seule, Odette ? 48 mètres carrés avec cette vue magnifique sur le port. C'est presque du gâchis, non ?» Elle avait dit ça sur le ton de la conversation, comme on fait une remarque anodine sur la météo. Mais quelque chose dans sa voix, une légère tension, m'avait mise mal à l'aise. J'avais souri et répondu « C'est juste ce qu'il me faut. Pas trop grand, pas trop petit. » Maxime avait toussé, s'était levé brusquement pour aller aux toilettes, et le sujet n'avait pas été abordé davantage ce jour-là. Ou cette autre fois, quelques mois plus tard, où elle avait fait le tour de l'appartement en étudiant les murs, les prises électriques, les fenêtres, comme si elle établissait un diagnostic. « Il faudrait vraiment refaire la cuisine, vous savez ?» avait-elle dit en caressant le plan de travail en formica jaune pâle. Une belle cuisine ouverte avec un îlot central, des meubles blancs laqués, de l'électroménager encastré, et la salle de bain aussi, avec une douche à l'italienne, du carrelage moderne. Ça valoriserait énormément l'appartement. J'avais senti une pointe d'irritation monter en moi. Je n'en ai pas besoin, ma petite. Ma cuisine me convient très bien. Et puis, je n'ai pas les moyens de faire ce genre de travaux. Elle avait insisté, le ton toujours léger mais les yeux scrutateurs. Oui, mais pensez à la revente, Odette, ou à la transmission quand vous. Enfin, vous savez, c'est important de maintenir la valeur du bien. Si vous faisiez des travaux maintenant, l'appartement vaudrait facilement 20 000 € de plus dans quelques années. La transmission. Ce mot m'avait glacée, comme si elle pensait déjà à ma mort, à ce qui se passerait après, à l'héritage. J'avais changé de sujet, proposé un dessert, fait comme si je n'avais rien entendu. Mais cette nuit-là, je n'avais pas bien dormi. Je m'étais tournée et retournée dans mon lit en regardant l'icône de Sainte-Anne sur le mur, en me demandant si j'avais mal interprété les paroles de Ludivine ou si elle avait vraiment voulu dire ce que j'avais cru comprendre. Les visites s'étaient ensuite espacées. D'abord un dimanche sur 2, puis un dimanche sur 3. Ludivine était très occupée avec son travail, disait Maxime. Elle devait gérer une campagne importante pour un client stratégique. Elle avait des réunions le week-end. Elle était fatiguée, stressée. Je comprenais, bien sûr. Je ne voulais pas être envahissante. Mais leur absence me pesait plus que je ne l'aurais voulu. Étrangement, Ludivine avait pris l'habitude de passer seule, en milieu de semaine, sous prétexte qu'elle avait des rendez-vous clients dans le quartier. Elle sonnait à l'improviste, toujours souriante, toujours charmante. Je passais dans le coin, je me suis dit que j'allais monter vous faire un petit coucou. Elle acceptait un thé, s'installait dans le salon, et nous discutions de choses et d'autres. Mais je sentais qu'elle ne me regardait pas vraiment. Ses yeux parcourèrent l'appartement, s'attardèrent sur les meubles, les murs, l'espace, comme si elle établissait un inventaire mental. Un jour, je l'avais surprise en train de mesurer le couloir avec ses mains, les bras écartés, en comptant à voix basse. « Qu'est-ce que tu fais, ma petite ?» avais-je demandé depuis la cuisine. Elle avait sursauté, puis avait ri. « Oh, pardon, Odette. Je réfléchissais juste à l'agencement. On ne sait jamais si un jour vous avez besoin de travaux ou si vous voulez réorganiser l'espace. Je pourrais vous mettre en contact avec une décoratrice d'intérieur que je connais. Elle fait des merveilles. » J'avais souri poliment, troublée par cette explication qui ne m'avait pas convaincue. Une autre fois, elle avait demandé à voir l'acte de propriété. « C'est juste par curiosité professionnelle, Odette. Je m'intéresse à l'immobilier. Je pense même investir dans un bien locatif. J'aimerais voir comment c'est rédigé, les clauses, tout ça. » J'avais hésité, puis j'avais sorti le document d'un tiroir. Elle l'avait lu attentivement, en hochant la tête, en murmurant des choses incompréhensibles. Puis elle me l'avait rendu avec un sourire. « C'est fascinant. Merci de m'avoir montré ça. » Fascinant. Le mot m'avait paru étrange. Qu'y avait-il de fascinant dans un acte de propriété? Les mois avaient repassé, les visites dominicales avaient continué à se raréfier. Parfois, Maxime venait seul. « Ludivine ne se sent pas bien », disait-il. Ou « Elle a un déjeuner de travail ». Il semblait fatigué, tendu, moins bavard qu'avant. Quand je lui posais des questions sur sa vie, sur son couple, il répondait par des banalités. « Ça va, maman? Tout va bien. » Mais je le connaissais, mon fils. Je savais quand il mentait. Et je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis il y avait eu cette conversation, il y a 6 mois,
lors d'un de ces rares déjeuners où ils étaient venus tous les deux. C'était en avril, un dimanche ensoleillé où le printemps explosait partout dans la ville. J'avais préparé un gigot d'agneau rôti avec des flageolets et nous mangions tranquillement quand Ludivine avait abordé la question des résidences seniors. « Odette, je voulais vous parler de quelque chose. » avait-elle commencé avec un sourire doux et maternel qui m'avait immédiatement mise sur mes gardes. « Maxime et moi, on s'inquiète pour vous. Vous vivez seul. Vous avez 74 ans. Et ces escaliers sans ascenseur, franchement, ça devient dangereux. Si vous tombiez, si vous vous cassiez quelque chose, qui vous trouverait? » J'avais posé ma fourchette, sentant mon cœur s'accélérer. « Je vais très bien, Ludivine. Je monte et descends ces escaliers tous les jours sans problème. » Elle avait secoué la tête avec une expression inquiète parfaitement calibrée. « Pour l'instant, oui, mais dans quelques années, vous savez, il existe des endroits formidables maintenant pour les personnes de votre âge. Des résidences avec service, des appartements adaptés avec surveillance médicale, des activités, un restaurant commun où vous pourriez rencontrer des gens. Vous ne seriez plus seul. Vous pourriez vous faire des amis de votre génération. Ce serait tellement mieux pour vous. Les gens de ma génération. Comme si j'appartenais déjà à une autre époque, à un monde révolu qu'il fallait ranger dans une boîte étiquetée « Personnes âgées ». « Je ne suis pas seule », avais-je répondu en m'efforçant de garder une voix calme. « J'ai mes voisins, mes habitudes, mon quartier. Les commerçants me connaissent. Je vais au marché tous les samedis. Je prends mon café au bistrot du coin. C'est ma vie, Ludivine. Et les escaliers, je te le répète, je les monte très bien. » Elle avait échangé un regard avec Maxime, un regard rapide mais chargé de sens que j'avais parfaitement capté. Lui fixait son assiette, les épaules rentrées, le visage fermé. Il n'avait rien dit. Pas un mot pour me défendre. Pas une protestation. Rien. Juste ce silence lourd et complice qui m'avait brisé le cœur. « On veut juste votre bien, Odette », avait continué Ludivine avec cette patience exagérée qu'on emploie avec les enfants têtus. « Maxime se fait tellement de soucis pour vous. Il ne dort pas bien la nuit en pensant que vous pourriez avoir un accident et rester là, seul, sans personne pour vous secourir. » Je m'étais tournée vers mon fils. « C'est vrai, Maxime? Tu t'inquiètes tant que ça? » Il avait levé brièvement les yeux vers moi, et j'y avais lu quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité mêlée de résignation. « Oui, maman, je pense que Ludivine a raison. Ce serait peut-être bien de réfléchir à des solutions plus adaptées. Plus adaptées. Comme si mon appartement, mon chez-moi que j'avais mis 13 ans à acheter, n'était plus adapté. Comme si j'étais devenue inadaptée moi-même, un problème à résoudre. Un poids dont il fallait se débarrasser. J'avais senti les larmes monter, mais je m'étais retenue. Je ne voulais pas leur donner cette satisfaction. « Je vais y réfléchir », avais-je dit d'une voix blanche. Le reste du repas s'était déroulé dans un silence pesant. Ils étaient repartis tôt, prétextant des courses à faire. Ludivine m'avait embrassée sur les joues comme d'habitude, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Cette nuit-là, je n'avais pas dormi. J'étais restée assise dans mon fauteuil près de la fenêtre, à regarder les lumières du port scintiller dans l'obscurité, à écouter le clapotis des vagues et les cris lointains des mouettes nocturnes. Je pensais à tout, à ma vie, à mes sacrifices, à ces 13 années où j'avais économisé chaque euro pour m'offrir ce refuge. Je pensais à René qui serait mort de chagrin s'il avait pu voir son fils se comporter ainsi. Je pensais à ma mère qui me répétait toujours « Odette, dans la vie, on ne peut compter que sur soi-même. Les autres, même ceux qu'on aime, finiront toujours par te décevoir. » Avait-elle raison? Mon propre fils, que j'avais élevé seul, à qui j'avais tout donné, était-il en train de me trahir? Était-il en train de comploter avec sa femme pour me pousser dehors, pour récupérer mon appartement? Non, non, c'était impossible. Maxime m'aimait. Il était juste influençable, manipulable. C'était elle, Ludivine. Elle qui lui mettait ses idées dans la tête. Elle qui le tenait sous son emprise. Les semaines suivantes avaient été étranges. Maxime m'appelait tous les 2 ou 3 jours, mais nos conversations étaient devenues superficielles, mécaniques. « Ça va, maman? » « Oui, et toi? »« Ça va. Tu manges bien? Tu prends tes médicaments? »« Oui, Maxime, je prends bien mes médicaments pour la tension. »« Bon, tant mieux. Je t'embrasse, maman. Je passerai bientôt. » Mais il ne passait pas. Ludivine, elle, continuait ses visites impromptues. Toujours souriante, toujours prévenante. Elle m'apportait des gâteaux, des magazines, me demandait si j'avais besoin de quelque chose. Mais je sentais maintenant le calcul derrière chaque geste, le mensonge derrière chaque sourire. Elle voulait quelque chose. Et ce quelque chose, c'était mon appartement. Puis était venu ce dimanche de novembre.
Un dimanche gris et froid où la pluie tombait drue sur Marseille, transformant les rues en rivières grises et le port en une étendue brumeuse où l'on ne distinguait plus rien. J'avais préparé un pot-au-feu, un de ces plats réconfortants qui réchauffent le corps et l'âme. La viande de bœuf avait mijoté pendant des heures avec des carottes, des navets, des poireaux, des oignons piqués de clous de girofle. Le bouillon était doré, parfumé, onctueux. J'avais mis du cœur à l'ouvrage, comme si préparer ce repas pouvait réparer quelque chose entre nous. Ludivine et Maxime étaient arrivés en retard, trempés jusqu'aux os, de mauvaise humeur. Elle n'avait même pas dit bonjour en entrant. Elle avait retiré son imperméable sans un regard pour moi, l'avait accroché au porte-manteau en soupirant bruyamment, puis s'était affalée sur une chaise. Quelle journée de merde, avait-elle lâché. On a eu un accident sur l'autoroute, un crétin qui ne sait pas conduire sous la pluie. On a mis 1 heure pour faire 10 kilomètres. Maxime s'était contenté de hocher la tête en silence. Il n'avait même pas pris la peine d'embrasser sa mère. Il s'était assis à table, les yeux baissés, le visage fermé, comme un condamné attendant sa sentence. J'avais servi le pot-au-feu en silence, remplissant les assiettes creuses avec soin, disposant les légumes fondants autour de la viande, versant une louche de bouillon fumant. « Bon appétit », avais-je murmuré. Personne n'avait répondu. Nous avions mangé en silence pendant quelques minutes. Le seul bruit était celui des cuillères raclant le fond des assiettes et de la pluie battant contre les vitres. L'atmosphère était tendue, lourde, chargée d'électricité comme avant un orage. Puis Ludivine avait posé sa cuillère. Lentement, délibérément. Elle m'avait regardé, vraiment regardé, avec une intensité froide qui m'avait glacé le sang. Et elle avait parlé. « Odette, il faut qu'on parle sérieusement. » J'avais senti mon estomac se nouer. « De quoi veux-tu parler, ma petite ?» Elle avait pris une grande inspiration, puis avait souri. Un sourire doux, presque maternel, mais ses yeux restaient durs comme du marbre. « Vous avez 74 ans. Vous avez eu une belle vie. Vous avez travaillé dur. Vous avez élevé un fils merveilleux. Vous avez fait votre devoir. Personne ne peut vous enlever ça. » Elle avait marqué une pause, comme pour laisser ses paroles faire leur effet. Mais maintenant, il est temps de penser aux autres. À nous, à votre fils, à l'avenir. Mon cœur battait si fort que j'entendais son écho dans mes oreilles. Je ne comprends pas où tu veux en venir, Ludivine. Elle avait secoué la tête avec une patience exagérée. Voyons, Odette, ne faites pas comme si vous ne saviez pas. Cet appartement, il est bien trop grand pour vous. Vous êtes seule, vous êtes vieille, vous n'en profitez même pas vraiment. Alors que nous, Maxime et moi, on en aurait tellement besoin. On veut fonder une famille, avoir des enfants. Notre appartement actuel est trop petit. Et puis, franchement, elle avait regardé autour d'elle avec un air de dédain à peine dissimulé. Vous ne trouvez pas qu'il serait temps de laisser la place? Madame a déjà assez vécu. Le silence qui avait suivi était assourdissant. Le monde entier semblait s'être arrêté. Je regardais Ludivine, incrédule, incapable de croire ce que je venais d'entendre. Puis je m'étais tournée vers Maxime, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il proteste, qu'il la contredise, qu'il prenne ma défense. Mais il continuait à manger, les yeux baissés sur son assiette, les épaules rentrées, la mâchoire serrée, comme si de rien n'était. Comme si sa femme ne venait pas de me dire, devant lui, que j'avais fait mon temps et que je devais leur céder mon chez-moi. « Laissez l'appartement pour nous », avait continué Ludivine d'une voix douce mais inflexible. « Nous, on a encore un avenir à construire. Vous, vous en avez déjà profité. C'est normal, c'est l'ordre des choses. Les vieux laissent la place aux jeunes. C'est comme ça que ça marche. J'aurais dû crier, j'aurais dû pleurer. J'aurais dû les mettre dehors, claquer la porte, leur dire de ne plus jamais remettre les pieds chez moi. Mais je n'en ai rien fait. À la place, j'ai souri. Un sourire calme, presque serein, qui devait paraître étrange dans ces circonstances. « Tu veux du café, Ludivine ?» avais-je demandé en me levant. Elle avait froncé les sourcils, visiblement déstabilisée par ma réaction. « Oui, merci. » Je m'étais dirigée vers la cuisine d'un pas lent mais assuré. J'avais préparé le café méthodiquement, en écoutant le bruit de la pluie qui tambourinait contre les vitres et le tic-tac régulier de l'horloge murale que ma mère m'avait offerte pour mes 20 ans. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur, étrangement, s'était calmé. J'avais versé l'eau dans la cafetière, moulu les grains, attendu que le café coule en regardant par la fenêtre de la cuisine cette ville qui m'avait vu naître, grandir, lutter, survivre. Puis je leur avais servi le café, accompagné des petits sablés que j'avais faits la veille. J'avais disposé le sucrier, le pot de lait, les petites cuillères, tout comme d'habitude, comme si rien ne s'était passé. Je vais réfléchir,
avais-je dit doucement en me rasseyant. Ludivine avait souri, visiblement satisfaite. « Prenez votre temps, Odette. Enfin, pas trop non plus. Vous comprenez? On aimerait pouvoir déménager avant la fin de l'année. » Maxime avait enfin levé les yeux vers moi. Et dans son regard, j'avais lu quelque chose qui m'avait fait plus mal que tous les mots de Ludivine réunis. De la honte, oui, mais aussi de la résignation. Comme s'il avait abandonné depuis longtemps l'idée de me défendre. Comme si j'étais déjà morte pour lui. Ils étaient repartis peu après, sans finir leur café. Ludivine m'avait embrassée sur les joues comme si de rien n'était. « À bientôt, Odette. Réfléchissez bien à ce qu'on s'est dit. » Maxime avait murmuré un « au revoir, maman » à peine audible sans me regarder. Quand la porte s'était refermée derrière eux, j'étais restée immobile au milieu du salon, écoutant le bruit de leurs pas dans l'escalier qui s'éloignait, puis le silence. Un silence énorme, oppressant, qui semblait vouloir m'engloutir. Cette nuit-là, je n'avais pas dormi. J'étais restée assise dans mon fauteuil près de la fenêtre, enveloppée dans mon châle de laine, à regarder les lumières du port trembler dans l'obscurité humide. Les restaurants. Les restaurants fermaient un à un, les terrasses se vidaient, et bientôt il ne resta plus que quelques lumières éparses, clignotant dans la nuit comme des lucioles mourantes. Je pensais à René, à ses mains calleuses qui sentèrent le goudron, la mer et le tabac, à sa voix grave qui me disait, les soirs où il rentrait épuisé du port, « On n'a pas grand-chose, ma belle, mais au moins on a notre dignité. » La dignité, ce mot résonnait maintenant dans ma tête comme une prière. Je pensais à toutes ces années où j'avais compté chaque euro. Les matins où je me levais à 5 heures pour aller nettoyer les bureaux avant que les employés n'arrivent. Les midis où je mangeais un sandwich sec sur un banc du cours Julien en regardant les autres attablés aux terrasses des bistrots. Les soirs où je rentrais avec le dos en compote et les genoux en feu, mais où je m'arrêtais quand même à la poste pour virer 100 € de plus sur mon livret A. 100 € par 100 €, mois après mois, année après année. 13 ans de privation, de sacrifice, de renoncement. Pourquoi? Pour que ma belle-fille, cette femme que j'avais accueillie comme ma propre fille, me dise que j'avais assez vécu? Pour que mon fils, mon petit garçon que j'avais élevé seul en lui donnant tout mon amour, reste silencieux pendant qu'on me chassait de chez moi? Je me souvenais d'une phrase que le curé de la paroisse Sainte-Catherine avait dite lors de l'enterrement de ma mère, il y a maintenant 20 ans. Les épreuves que Dieu nous envoie ne sont pas des punitions, mais des occasions de grandir dans la foi et dans la sagesse. Sur le moment, j'avais trouvé ces paroles creuses, des consolations faciles pour endormir la douleur. Mais cette nuit-là, dans mon fauteuil face au port endormi, je commençais à comprendre. Peut-être que cette épreuve avait un sens. Peut-être qu'elle m'était envoyée pour me montrer quelque chose que je n'avais pas encore vu. Au petit matin, alors que les premières lueurs de l'aube teintèrent le ciel de rose pâle et que les premiers pêcheurs commençaient à s'activer sur le quai, j'avais pris une décision. Une décision qui allait tout changer. Je m'étais levée, raide et endolorie après cette nuit sans sommeil. J'avais enfilé mon manteau gris, celui que je gardais pour les occasions importantes, noué mon foulard autour de mon cou et regardé mon reflet dans le miroir de l'entrée. Une vieille femme aux traits tirés, aux cheveux blancs emmêlés, aux yeux rougis par les larmes retenues, mais aussi une femme debout, une femme qui n'avait pas dit son dernier mot. J'avais descendu les 88 marches lentement, en posant bien mon pied à chaque fois, en me tenant fermement à la rampe. La pluie s'était arrêtée pendant la nuit, laissant place à un vent frais qui sentait le sel et les algues. Les rues étaient encore désertes, mouillées, les pavés brillants comme des galets. Mes pas résonnaient dans le silence matinal. Je marchais sans me presser, savourant ces derniers instants avant que ma vie ne bascule définitivement. Je suis remontée par la Canebière, cette grande artère qui traverse Marseille du port jusqu'à la gare Saint-Charles, bordée de platanes et de façades haussmanniennes. À cette heure-ci, seuls quelques sans-abri dormaient encore sous des cartons près des bouches de métro, et des balayeurs en gilets oranges nettoyèrent les trottoirs jonchés de mégots et de détritus. L'odeur du café commençait à s'échapper des premiers bistrots qui ouvraient leurs rideaux métalliques. La ville se réveillait, indifférente à mon drame personnel. L'étude de Maître Fournier se trouvait dans une petite rue perpendiculaire à la Canebière, au 2e étage d'un immeuble bourgeois à la façade ornée de balcons en fer forgé. J'avais son nom noté sur un bout de papier que Madame Dufresne m'avait donné des années auparavant. Si jamais vous avez besoin d'un notaire de confiance, Odette, allez voir Maître Fournier. C'est un homme honnête et compétent. Il s'est occupé de la succession de mon mari. Il était à peine 8 heures quand j'étais arrivée devant l'immeuble. Trop tôt, évidemment. L'étude n'ouvrait qu'à 9 heures. Mais je ne pouvais pas attendre chez moi. Je ne pouvais pas rester seule avec mes pensées 1 minute de plus. Alors je m'étais assise sur un banc public en face de l'immeuble et j'avais attendu en regardant les gens passer. Une femme en tailleur pressé avec son attaché-case.
un livreur sur son scooter qui déchargeait des colis, des écoliers en uniforme qui traînaient des pieds vers leur établissement. La vie continuait, normale, ordinaire, pendant que la mienne s'effondrait. À 8h55 exactement, j'avais vu une jeune femme élégante, en manteau beige, ouvrir la porte de l'immeuble avec un trousseau de clés. Sa secrétaire, probablement. J'avais attendu encore 5 minutes, puis j'étais entrée à mon tour. L'étude était sobre et rassurante. Des boiseries sombres, des étagères chargées de dossiers et de livres de droit, un parquet qui craquait sous les pas, une odeur de papier et de café. La jeune femme était assise derrière un bureau dans l'antichambre, déjà en train de taper sur son ordinateur. « Bonjour, madame », m'avait-elle dit avec un sourire professionnel. « Vous avez rendez-vous ?»« Non, je suis désolée de venir sans prévenir, mais j'aurais besoin de voir Maître Fournier. C'est urgent. » Elle avait consulté son agenda avec une moue dubitative. « Maître Fournier est très occupé aujourd'hui. Il a des rendez-vous jusqu'à midi, puis il doit se rendre au tribunal cet après-midi. Je peux vous proposer un créneau en fin de semaine, vendredi après-midi par exemple ? Vendredi. Dans 5 jours. 5 jours pendant lesquels je devrais vivre avec cette rage, cette humiliation, cette trahison qui me rongeait de l'intérieur. Non, s'il vous plaît, c'est vraiment très urgent. Je ne prendrai pas longtemps, juste quelques minutes. Elle avait dû voir quelque chose dans mes yeux, dans ma voix tremblante, parce qu'elle avait hoché la tête avec compassion. Attendez-moi un instant. Elle s'était levée, avait frappé à une porte vitrée au fond de la pièce, avait disparu quelques secondes, puis était revenue. Maître Fournier peut vous recevoir maintenant, mais il n'a qu'un quart d'heure avant son premier rendez-vous. Merci beaucoup. J'étais entrée dans le bureau, le cœur battant. Maître Fournier était un homme d'une 60aine d'années, petit et rond, avec des lunettes demi-lune perchées sur le bout du nez et une chevelure grise clairsemée. Il dégageait une impression de bonhomie tranquille, de compétence rassurante. Il s'était levé pour m'accueillir et m'avait serré la main avec chaleur. « Madame Marchand », avait-il dit en consultant une fiche que sa secrétaire avait dû lui préparer. « Quel plaisir de vous revoir. Comment allez-vous » Je m'étais assise dans le fauteuil en face de son bureau, mes mains agrippant mon sac à main comme une bouée de sauvetage. « Bonjour, maître. Je ne vais pas très bien, pour être honnête. » Il avait retiré ses lunettes, les avait nettoyées avec un mouchoir en tissu, puis m'avait regardé avec attention. « Je vous écoute. Prenez votre temps. » Et j'avais parlé. Tout raconté. Les visites de Ludivine qui s'étaient espacées. Ses remarques sur la taille de l'appartement, sur la nécessité de faire des travaux pour valoriser le bien. Sa suggestion d'aller vivre en résidence senior. Et puis ce dimanche terrible, cette phrase terrible. « Madame a déjà assez vécu. Laissez l'appartement pour nous. » Le silence complice de mon fils. L'humiliation. La trahison. Maître Fournier m'avait écouté sans m'interrompre, en hochant parfois la tête, les doigts croisés sur son ventre rebondi. Quand j'avais terminé, il était resté silencieux un long moment, puis avait soupiré. « Je suis désolée, Madame Marchand. Vraiment désolée. Malheureusement, ce genre de situation n'est pas rare. J'en vois régulièrement dans mon étude. Des enfants, ou des beaux enfants, qui font pression sur leurs parents âgés pour récupérer leur patrimoine avant l'heure. C'est triste, c'est cruel, mais c'est hélas très humain. » J'avais senti les larmes monter à nouveau. « Je ne comprends pas, maître. Comment mon fils peut-il me faire ça? Je lui ai tout donné, tout sacrifié pour lui. » Il avait hoché la tête avec compassion. « L'amour parental est souvent à sens unique, Madame Marchand. Nous donnons sans compter à nos enfants et nous espérons qu'ils nous le rendront un jour. Mais la réalité est que beaucoup d'enfants considèrent cet amour comme un dû, pas comme un cadeau qui mérite reconnaissance. » Ces mots m'avaient fait mal, mais ils avaient aussi quelque chose de libérateur. Quelqu'un d'autre voyait ce que je vivais. Quelqu'un d'autre comprenait ma douleur. « Qu'est-ce que je peux faire, maître ?» avais-je demandé dans un souffle. Il avait remis ses lunettes et avait ouvert un dossier devant lui. Plusieurs choses. D'abord, rassurez-vous, tant que vous êtes vivante et en possession de vos facultés mentales, personne ne peut vous obliger à vendre ou à donner votre appartement. C'est votre bien propre, vous en faites ce que vous voulez. Ils ne peuvent rien sans votre accord. J'avais ressenti un immense soulagement. Mais, et s'ils continuent à me harceler? À me mettre la pression? Vous avez le droit de dire non, fermement. Et si le harcèlement continue, vous pouvez même envisager des recours légaux. Mais j'imagine que ce n'est pas ce que vous voulez. Non, ce n'était pas ce que je voulais. Je ne voulais pas traîner mon propre fils en justice. Je voulais juste. Je ne savais même plus ce que je voulais. Il existe une autre solution, avait continué Maître Fournier en me regardant attentivement. Une solution qui vous protégerait définitivement de toute pression, tout en donnant un sens à votre patrimoine. Laquelle?
La donation avec réserve d'usufruit. Vous pouvez donner votre appartement à une association, une fondation, une œuvre caritative. Vous en restez occupante à vie. C'est ce qu'on appelle l'usufruit. Et à votre décès, le bien revient automatiquement au bénéficiaire que vous avez choisi. Votre fils n'héritera de rien, mais vous pourrez continuer à vivre chez vous jusqu'à votre dernier jour. J'avais écarquillé les yeux. C'est possible de faire ça? Absolument. C'est même une pratique assez courante. Beaucoup de personnes âgées sans descendants directs ou en conflit avec leurs héritiers choisissent cette option. Ça leur permet de s'assurer que leur patrimoine servira une cause qui leur tient à cœur, plutôt que d'enrichir des gens qui ne le méritent pas. Une cause qui me tenait à cœur. J'avais repensé à toutes ces années où j'avais fait des ménages, où j'avais côtoyé la misère et la solitude. Ces vieilles dames qui vivaient seules dans des appartements trop grands, devenus trop chers. Ces femmes de ménage comme moi qui travaillaient jusqu'à l'épuisement sans espoir d'une retraite décente. Ces personnes âgées que je croisais parfois dans les files d'attente des restos du cœur, la honte au visage. Il y aurait une association en particulier que vous me recommanderiez? Avais-je demandé d'une voix hésitante. Maître Fournier avait souri. Ça dépend de vos valeurs, de ce qui vous importe. Il y a des associations qui luttent contre le mal-logement, d'autres qui aident les femmes victimes de violences, d'autres encore qui accompagnent les personnes âgées isolées. Les personnes âgées isolées. Comme moi, comme tant d'autres. Parlez-moi de celles qui aident les personnes âgées. Il avait sorti une brochure d'un tiroir. Il y a l'association Sainte-Marthe. C'est une structure d'utilité publique qui gère plusieurs foyers d'accueil pour personnes âgées en situation de précarité. Ils ont une excellente réputation. Leur mission est d'offrir un logement décent et un accompagnement à des femmes et des hommes qui ont travaillé toute leur vie, mais qui n'ont pas les moyens de se payer un hébergement adapté. Sainte-Marthe. Le nom m'avait touchée. Marthe, la sœur de Marie et de Lazare, celle qui accueillait Jésus dans sa maison, celle qui servait les autres avec dévouement. Une sainte discrète, laborieuse, effacée, comme moi. Si je donne mon appartement à cette association, qu'est-ce qui se passerait exactement? Vous signez un acte de donation devant notaire. L'association devient propriétaire de l'appartement, mais vous conservez le droit d'y vivre jusqu'à votre décès. Vous continuez à payer les charges, l'électricité, l'eau, exactement comme maintenant. À votre mort, l'association récupère la pleine propriété et peut utiliser l'appartement comme elle l'entend. Le louer et utiliser les revenus pour financer ses actions, y héberger des bénéficiaires, le vendre pour acheter un bien plus adapté. C'est eux qui décident. J'avais fermé les yeux, imaginant mon appartement transformé en refuge pour une vieille dame qui, comme moi, aurait trimé toute sa vie sans jamais rien posséder. Imaginant quelqu'un d'autre assis dans mon fauteuil près de la fenêtre, regardant le port s'endormir, trouvant enfin la paix après des années de lutte. Cette pensée m'avait rempli d'une émotion étrange, mélange de tristesse et de joie. Et mon fils? Il ne pourrait rien contester? Légalement, vous êtes parfaitement en droit de disposer de vos biens comme vous l'entendez de votre vivant. Votre fils n'a aucun droit sur votre patrimoine tant que vous êtes en vie. Il pourrait toujours contester après votre décès, prétendre que vous n'étiez pas saine d'esprit au moment de la donation, mais si nous faisons les choses correctement, avec un certificat médical attestant de vos pleines capacités, il n'aura aucune chance. Un certificat médical. Comme si j'étais déjà une mourante qu'il fallait certifier vivante et lucide. Mais c'était nécessaire. Je le comprenais. Combien de temps faudrait-il pour mettre tout ça en place? Maître Fournier avait consulté son agenda. Si vous êtes décidé, je peux prendre contact avec l'association Sainte-Marthe dès cette semaine. Ils devront évaluer l'appartement, vérifier que la donation correspond bien à leur mission. Ensuite, il faudra rédiger l'acte, organiser un rendez-vous pour la signature. Disons, 3 semaines, 1 mois maximum. 1 mois. Dans 1 mois, mon appartement ne serait plus vraiment le mien. Mais paradoxalement, il le serait plus que jamais. Parce qu'il servirait enfin à quelque chose de plus grand que moi. Je veux le faire, avais-je dit d'une voix ferme. Je veux donner mon appartement à l'association Sainte-Marthe. Maître Fournier m'avait regardé longuement, cherchant dans mes yeux la moindre trace de doute ou de précipitation. Madame Marchand, c'est une décision importante, irréversible. Je veux être sûre que vous la prenez pour les bonnes raisons, et non sous le coup de l'émotion ou de la colère. J'avais hoché la tête. Je la prends pour les bonnes raisons, maître. Parce que cet appartement, je l'ai acheté pour avoir un chez-moi, un refuge, quelque chose qui m'appartiendrait vraiment. Et ça, personne ne peut me l'enlever, même pas mon fils. Mais je ne veux pas que mon appartement tombe entre les mains de gens qui m'ont manqué de respect, qui m'ont humilié, qui m'ont traité comme si je n'étais déjà plus là. Je préfère qu'il serve à des personnes qui en ont vraiment besoin. Des personnes comme moi. Il avait souri,
Un sourire triste mais admiratif. Vous êtes une femme courageuse, Madame Marchand, et généreuse. Beaucoup de gens, à votre place, choisiraient la vengeance pure et simple. Vous choisissez de transformer votre douleur en acte de charité. C'est rare. C'est beau. J'avais senti les larmes couler sur mes joues, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'était des larmes de libération. Quand est-ce qu'on peut commencer? Dès aujourd'hui. Je vais contacter l'association immédiatement. En attendant, il faudrait que vous alliez voir votre médecin traitant pour obtenir un certificat médical attestant que vous êtes en pleine possession de vos moyens. C'est une simple formalité, mais c'est important. J'avais acquiescé. Je le ferai dès cet après-midi. Il s'était levé, avait contourné son bureau et m'avait raccompagné jusqu'à la porte. Madame Marchand, une dernière chose. Avez-vous l'intention d'informer votre fils de cette décision? J'avais réfléchi un instant. Pas tout de suite. Je veux d'abord que tout soit signé, officiel, irréversible. Après, oui, je lui dirai. Il a le droit de savoir. Mais je ne veux pas lui donner la possibilité de m'en dissuader. C'est sage. Très bien, Madame Marchand. Je vous recontacte dans les jours qui viennent. J'étais sortie de l'étude avec un sentiment étrange. Un mélange de vertige et de soulagement. De tristesse et d'euphorie. J'avais pris une décision qui allait changer ma vie. Qui allait changer la vie de mon fils aussi, mais ça, c'était son problème. Il avait fait son choix. J'avais fait le mien. Les jours suivants avaient été étranges. Je continuais ma vie comme d'habitude. Mes ménages, mes courses au marché, mes promenades le long du port, mais tout semblait différent, chargé d'une signification nouvelle. Chaque matin, en me réveillant dans mon lit, en regardant l'icône de Sainte-Anne sur le mur, je me disais « Bientôt, cet appartement ne sera plus vraiment le mien, mais il aura servi à quelque chose de bien. » J'étais allée voir le docteur Navarro, mon médecin traitant depuis 15 ans, un homme jovial d'origine espagnole qui avait son cabinet rue Paradis. Je lui avais expliqué que j'avais besoin d'un certificat médical pour une donation. « Une donation ?» avait-il répété en haussant les sourcils. « Vous donnez quelque chose à votre fils ?»« Non, à une association. » Il avait hoché la tête sans poser de questions indiscrètes, avait fait quelques tests simples, mémoire, orientation dans le temps et l'espace, capacité cognitive, puis avait rédigé le certificat. Madame Odette Marchand, âgée de 74 ans, est en pleine possession de ses facultés mentales et physiques. Elle est parfaitement apte à prendre des décisions concernant ses biens et sa personne. Il me l'avait tendu avec un sourire. « Voilà, Odette, vous êtes officiellement saine d'esprit. » J'avais ri. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais vraiment ri. Une semaine plus tard, Maître Fournier m'avait appelé. « Madame Marchand, excellente nouvelle. L'association Sainte-Marthe est très intéressée par votre donation. Ils aimeraient rencontrer avec vous et visiter l'appartement, si vous êtes d'accord. »« Bien sûr, quand? Que diriez-vous de jeudi après-midi? »« Parfait. » Le jeudi suivant, à 14h précises, on avait sonné à ma porte. J'avais ouvert sur une femme d'une 50aine d'années, au visage doux et fatigué, accompagnée d'un homme plus jeune aux cheveux bouclés. Elle s'était présentée. « Bonjour Madame Marchand, je suis Agnès Bertrand, directrice de l'association Sainte-Marthe. Et voici Thomas Legrand, notre responsable administratif. Je les avais fait entrer, leur avais offert du café qu'ils avaient accepté avec plaisir. Nous nous étions assis dans le salon et Agnès avait commencé à parler. « Madame Marchand, Maître Fournier nous a expliqué votre situation. Je voulais d'abord vous dire que nous sommes profondément touchés par votre geste. C'est rare, vous savez, que quelqu'un décide de donner son logement de son vivant. En général, les donations arrivent après le décès, par testament. Mais vous faites ce choix maintenant, en pleine conscience. C'est courageux. » J'avais baissé les yeux. Je ne suis pas courageuse. Je suis juste. Je veux juste que mon appartement serve à quelque chose d'utile. Et il servira, croyez-moi. Nous accueillons en ce moment 23 personnes dans nos 3 foyers. Toutes des femmes âgées qui ont travaillé toute leur vie, mais qui n'ont pas assez de retraite pour se loger dignement. Certaines ont été femmes de ménage, comme vous. D'autres ont été couturières, caissières, aides-soignantes. Des métiers pénibles et mal payés. À la retraite, elles se retrouvent avec 600-700 € par mois. Impossible de se loger à Marseille avec ça. Je connaissais cette réalité. J'avais failli la vivre moi-même. Si je n'avais pas réussi à acheter cet appartement, je serais peut-être aujourd'hui dans la même situation que ces femmes. Thomas avait pris le relais. Votre appartement pourrait accueillir 1 ou 2 bénéficiaires, selon la configuration. Ou alors nous pourrions le louer et utiliser les revenus pour financer nos actions. Dans tous les cas, il servira à notre mission d'accueil et d'accompagnement. J'aimerais qu'il accueille quelqu'un, avais-je dit doucement. Quelqu'un qui pourra s'asseoir près de la fenêtre et regarder le port, comme je le fais depuis 7 ans. Quelqu'un qui trouvera ici un vrai chez-soi.
Agnès avait souri, les yeux humides. C'est une belle intention. Nous ferons notre possible pour la respecter. Ils avaient visité l'appartement, avaient pris des photos, des mesures, des notes. C'est vraiment un bel endroit, avait commenté Thomas. Lumineux, bien situé, en bon état général. Il conviendrait parfaitement à notre mission. Avant de partir, Agnès m'avait pris les mains. Madame Marchand, je voulais vous dire quelque chose. Ce que vous faites, c'est un acte de foi. Foi en l'humanité, foi en la solidarité, foi en quelque chose de plus grand que nous. Vous auriez pu choisir l'amertume, la rancœur. Vous choisissez l'espérance. Merci. J'avais serré ses mains en retour, incapable de parler. Après leur départ, je m'étais assise dans mon fauteuil et j'avais pleuré longuement. Mais c'étaient des larmes bonnes, des larmes qui lavèrent la douleur. 2 semaines plus tard, tout était prêt. Maître Fournier avait convoqué tout le monde dans son étude pour la signature de l'acte de donation. J'étais arrivée une demi-heure en avance, le cœur battant, vêtue de ma robe bleue, la même que j'avais portée au mariage de Maxime. Agnès et Thomas étaient déjà là, souriants et émus. Maître Fournier avait lu l'acte à voix haute. Des phrases juridiques compliquées, des articles de loi, des clauses techniques. Mais l'essentiel était simple. Je donnais mon appartement à l'association Sainte-Marthe, avec réserve d'usufruit viager. Je pourrais y vivre jusqu'à ma mort, et après, l'appartement leur appartiendrait définitivement. Madame Marchand, êtes-vous certaine de votre décision ? Avait demandé solennellement le notaire. Oui, j'en suis certaine. Alors signez ici, s'il vous plaît. J'avais pris le stylo et d'une main qui ne tremblait pas, j'avais signé. Odette Marchand. Mon nom tracé sur ce papier officiel, scellant l'acte le plus important de ma vie après l'achat de cet appartement. Agnès avait signé ensuite, puis Thomas comme témoin, puis Maître Fournier avait apposé son sceau. C'est fait, avait-il dit. La donation est enregistrée. L'appartement appartient désormais à l'association Sainte-Marthe, avec usufruit viager pour Madame Marchand. Nous avions trinqué avec du champagne que le notaire avait sorti d'un petit réfrigérateur caché derrière son bureau. « Aux belles actions », avait-il dit en levant son verre, « et aux femmes courageuses ». En sortant de l'étude ce jour-là, sous un ciel d'un bleu éclatant, j'avais ressenti une paix profonde. C'était fini. Mon appartement ne m'appartenait plus vraiment, mais paradoxalement, je me sentais plus libre que jamais. Libre de la peur qu'on me le prenne, libre du poids de l'héritage, libre de savoir que mon bien servirait à quelque chose de bon. Restait maintenant la partie la plus difficile, l'annoncer à Maxime et Ludivine. J'avais attendu 3 jours. 3 jours pour rassembler mon courage, pour trouver les mots justes, pour me préparer à leur réaction. Puis, un mardi matin, j'avais décroché mon téléphone et composé le numéro de mon fils. « Allô, maman ?» Il avait l'air surpris. Nous ne nous étions pas parlé depuis ce dimanche terrible, 3 semaines auparavant. « Bonjour, mon grand. J'aurais besoin que tu viennes me voir. Toi et Ludivine. C'est important. » Oui, bien sûr. Quand ? Ce soir, si possible. Après votre travail. Un silence. Ça va, maman ? Tu n'es pas malade ? Non, je vais bien. Mais j'ai quelque chose à vous dire. D'accord. On sera là vers 19h. J'avais raccroché et passé le reste de la journée à tourner en rond dans l'appartement, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. J'avais préparé du café et sorti quelques biscuits, plus par automatisme que par envie de les accueillir. Je savais que cette soirée allait être difficile, peut-être la plus difficile de ma vie. À 19h pile, la sonnette avait retenti. J'avais ouvert la porte sur Maxime et Ludivine. Lui avait l'air inquiet. Elle semblait simplement curieuse. Ils étaient entrés, avaient retiré leur manteau, s'étaient assis sur le canapé côte à côte. Une unité qui m'excluait. « Alors, maman, qu'est-ce qui se passe ?» avait demandé Maxime en se penchant vers moi, les mains jointes entre ses genoux. Je m'étais assise dans mon fauteuil face à eux et j'avais pris une grande inspiration. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, Ludivine, il y a 3 semaines, sur le fait que j'avais assez vécu et que je devais vous laisser l'appartement. Ludivine avait eu un sourire satisfait. « Ah, je savais que vous finiriez par comprendre, Odette. C'est la décision la plus raisonnable. On pourra vous aider à trouver une belle résidence, vous verrez, vous serez tellement mieux. » J'avais levé la main pour l'interrompre. « Non, je ne vais dans aucune résidence. Et vous n'aurez pas l'appartement. » Le sourire de Ludivine s'était figé. « Comment ça ? » J'ai donné l'appartement. À l'association Sainte-Marthe. C'est une organisation qui accueille des personnes âgées en situation de précarité. J'ai signé l'acte de donation il y a 3 jours. C'est irréversible. Le silence qui avait suivi était assourdissant. Maxime me regardait, bouche ouverte, incapable de parler. Ludivine, elle, était devenue très pâle, puis très rouge. « Vous avez fait quoi ?
avait-elle sifflé entre ses dents. J'ai donné mon appartement à une association caritative, avec réserve d'usufruit viager. Je continue à y vivre jusqu'à ma mort, et après, il leur appartiendra. Ludivine s'était levée d'un bond, les poings serrés, le visage déformé par la rage. « Vous n'aviez pas le droit! Cet appartement devait revenir à Maxime, c'est son héritage! »« Non, » avais-je répondu calmement. « Cet appartement était le mien. Je l'ai acheté avec mon argent, mon travail, mes sacrifices. Et j'en ai fait ce que j'ai voulu. » Elle s'était tournée vers Maxime. « Dis quelque chose. Elle est complètement folle. On peut contester, non? Il doit y avoir un moyen d'annuler ça. » Mais Maxime ne disait rien. Il me regardait avec une expression que je ne lui avais jamais vue. De la stupéfaction, de la colère, mais aussi quelque chose d'autre. De la honte, peut-être, ou du respect. « Maman » avait-il finalement murmuré. « Pourquoi? » « Parce que tu es resté silencieux, Maxime. Quand ta femme m'a dit que j'avais assez vécu, tu n'as rien dit. Tu as continué à manger ton pot-au-feu comme si de rien n'était. Et à ce moment-là, j'ai compris que je ne comptais plus pour toi. Que j'étais juste un obstacle entre vous et cet appartement. » Les larmes coulaient sur ses joues maintenant. « Ce n'est pas vrai, maman. Je t'aime. C'est juste que... » Ludivine avait l'air tellement sûre, et moi, je ne savais pas quoi dire. « Tu aurais dû me défendre. Tu aurais dû lui dire qu'elle avait tort. Mais tu n'as rien fait. Alors moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. » Ludivine s'était dirigée vers la porte, tremblante de fureur. « Vous êtes une vieille égoïste, une ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour vous. Sortez de chez moi, avais-je dit d'une voix ferme que je ne me connaissais pas. Sortez immédiatement. » Elle était partie en claquant la porte. Maxime était resté là, debout au milieu du salon, les larmes coulant silencieusement sur son visage. « Je suis désolée, maman. Tellement désolée. Moi aussi, mon grand. Moi aussi. » Il était parti quelques minutes plus tard, voûté, brisé. Et moi, j'étais restée seule dans mon appartement. Mon appartement qui n'était plus vraiment le mien, mais qui l'était plus que jamais. Dehors, le port s'endormait. Les lumières s'éteignaient une à une. Et moi, assise dans mon fauteuil, je regardais cette vue magnifique en me disant que oui, j'avais fait le bon choix. Le seul choix possible pour une femme qui refusait de perdre sa dignité. Les jours qui suivirent cette soirée furent parmi les plus sombres de ma vie. Plus sombres encore que la mort de René, parce qu'au moins, quand mon mari était parti, j'avais eu le réconfort de savoir qu'il m'avait aimée jusqu'au bout. Là, j'avais perdu mon fils. Pas physiquement, mais d'une manière bien plus profonde. Le lien invisible qui nous avait unis depuis sa naissance s'était rompu ce soir-là, dans ce salon où j'avais passé tant de dimanches heureux avec lui. Maxime ne m'appelait plus. Je ne l'appelais pas non plus. Un silence lourd s'était installé entre nous, comme une mer qu'aucun de nous deux n'osait traverser. La nuit, je restais éveillée des heures durant, me demandant si j'avais bien fait, si j'avais été trop dure, si j'aurais dû lui donner une seconde chance. Mais chaque fois que le doute m'envahissait, je repensais à son silence ce dimanche de novembre, à sa lâcheté, à sa complicité muette avec les mots cruels de Ludivine, et ma colère se ravivait. Madame Pelletier, ma voisine du 3e étage, une veuve charmante qui vivait seule avec son chat tigré, m'avait croisée dans l'escalier une semaine après la rupture. « Odette, ma chère, vous avez une mine terrible. Vous êtes malade ?» J'avais secoué la tête en m'efforçant de sourire. « Non, Jeanne, juste un peu fatiguée. » Elle m'avait regardée avec cette perspicacité des femmes qui ont beaucoup vécu. « C'est votre fils, n'est-ce pas? Je l'ai vu partir l'autre soir. Il pleurait dans l'escalier. Ça m'a fendu le cœur. Les larmes m'étaient montées aux yeux. On s'est disputé, gravement. Elle avait posé sa main sur mon bras. Les enfants nous déçoivent parfois, ma petite Odette. Mon propre fils vit au Canada depuis 20 ans. Il ne m'appelle qu'à Noël, mais on continue à les aimer, vous savez. On ne peut pas s'en empêcher. Je sais, c'est bien ça le problème. Un mois s'écoula. Novembre céda la place à décembre, et Marseille se para de décorations de Noël. Des guirlandes lumineuses sur la canebière, un grand sapin illuminé devant la mairie, des marchés de Noël qui fleurissaient, place aux huiles et sur le Vieux-Port. Partout, les gens préparèrent les fêtes, achetaient des cadeaux, planifièrent des réunions de famille. Et moi, je regardais tout ça de loin, comme une étrangère dans ma propre ville. C'était la première fois de ma vie que je passerais Noël seule. Vraiment seule. Même après la mort de René, j'avais eu Maxime. Nous faisions un réveillon modeste mais chaleureux, rien que tous les deux. Je préparais une dinde au marron, un gratin dauphinois, une bûche pâtissière. Nous regardions la messe de minuit à la télévision, puis nous échangions nos cadeaux, rien de cher,
mais toujours choisie avec amour. C'était notre rituel, notre façon de nous dire que nous étions là l'un pour l'autre. Cette année, il n'y aurait rien de tout ça. Le 15 décembre, 3 jours avant mon anniversaire, j'allais avoir 75 ans, j'avais reçu une lettre, une enveloppe blanche avec l'entête d'un cabinet d'avocats parisien. Mon cœur s'était serré en la décachetant. Madame Marchand, nous représentons Monsieur Maxime Marchand et Madame Ludivine Chevalier-Marchand dans le cadre d'une contestation de donation. Nos clients estiment que la donation que vous avez effectuée au profit de l'association Sainte-Marthe a été réalisée sous l'influence d'un état dépressif et dans un but de nuire à vos héritiers légitimes. Nous vous demandons par la présente de bien vouloir annuler cette donation, à défaut de quoi nous serons contraints d'engager une procédure judiciaire. J'avais dû m'asseoir. Mes mains tremblaient tellement que j'avais failli lâcher la lettre. Maxime, mon fils. Mon petit garçon que j'avais porté, nourri, élevé. Il m'attaquait en justice. J'avais relu la lettre 3 fois, comme si les mots allaient changer à force d'être parcourus. État dépressif, but de nuire. Comme si ma décision n'avait été qu'un caprice de vieille femme sénile et malveillante. Comme si 13 ans d'économie, 13 ans de sacrifice, ne comptaient pour rien. J'avais appelé Maître Fournier immédiatement, la voix brisée. « Maître, j'ai reçu une lettre d'avocat. Mon fils. Il conteste la donation. » Il y avait eu un soupir à l'autre bout du fil. « Je m'y attendais un peu, Madame Marchand, mais ne vous inquiétez pas. Ils n'ont aucune chance. Vous avez un certificat médical attestant de vos pleines capacités. La donation a été faite devant notaire, en présence de témoins. Vous n'étiez sous aucune contrainte. C'est du bluff, une tentative d'intimidation. Mais s'ils vont vraiment en justice, je n'ai pas les moyens de payer des avocats, maître. L'association Sainte-Marthe a ses propres avocats. Et de toute façon, je vous défendrai pro bono s'il le faut. Vous n'aurez rien à payer. Faites-moi confiance, Madame Marchand. Vous avez le droit pour vous. » J'avais raccroché légèrement rassuré. Mais le mal était fait. Mon fils ne se contentait pas de m'abandonner. Il me combattait. Il voulait me prendre ce qui m'appartenait, même si ce n'était plus vraiment à moi. Ce soir-là, je m'étais agenouillée devant l'icône de Sainte-Anne dans ma chambre. Je n'avais jamais été très pratiquante. Quelques messes à Noël et Pâques, c'était à peu près tout. Mais ce soir-là, j'avais eu besoin de parler à quelqu'un, même si c'était juste une image peinte sur du bois. Sainte Anne, toi qui as élevé la mère de notre Seigneur, toi qui connais les joies et les peines de la maternité, aide-moi. Donne-moi la force de tenir. Et si possible, touche le cœur de mon fils. Fais-lui comprendre qu'il se trompe. Le 18 décembre, jour de mon anniversaire, je m'étais réveillée avec un poids immense sur la poitrine. 75 ans. Un âge respectable, comme on dit. Mais je ne me sentais ni respectable ni respectée. Je me sentais vieille, usée, abandonnée. J'avais fait mon café, m'étais installée près de la fenêtre comme chaque matin. Le port était gris sous un ciel bas et menaçant. Des mouettes tournoyaient au-dessus des bateaux en poussant leurs cris plaintifs. Tout semblait triste, même la ville que j'aimais tant. Vers 10 heures, la sonnette avait retenti. J'avais sursauté. Qui pouvait bien venir me voir un mardi matin? J'avais regardé par le Judas, et mon cœur s'était arrêté. Maxime, seul, sans Ludivine. J'avais hésité un long moment avant d'ouvrir. Une partie de moi voulait le laisser là, sur le palier, pour qu'il comprenne ce que ça faisait d'être rejeté. Mais une autre partie, plus forte, ne pouvait pas supporter de voir mon fils devant ma porte sans le faire entrer. J'avais ouvert. Il se tenait là, les traits tirés, les yeux rouges, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en un mois. « Bonjour, maman. Je peux entrer ?» J'avais hoché la tête et m'étais effacée. Il était entré lentement, regardant l'appartement comme s'il le découvrait pour la première fois, ou peut-être pour la dernière. « Bon anniversaire !» avait-il murmuré en me tendant un petit paquet emballé maladroitement. Je n'ai pas oublié. J'avais pris le paquet sans l'ouvrir et l'avais posé sur la table. « Tu veux un café ?»« Oui, s'il te plaît. » Nous nous étions assis face à face, exactement comme un mois auparavant. Mais cette fois, le silence était différent. Moins hostile, plus douloureux. « Maman, je suis venue te dire quelque chose. » Il avait pris une grande inspiration, les mains serrées autour de sa tasse. La lettre des avocats. Ce n'était pas mon idée. C'est Ludivine, elle a engagé ce cabinet sans me demander mon avis. Quand j'ai appris ce qu'elle avait fait, on s'est violemment disputé. J'avais senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. « Tu ne veux pas contester la donation ?»« Non. Enfin si. Au début, j'étais en colère. J'avais l'impression que tu m'avais trahi, que tu me punissais. Mais ensuite, j'ai réfléchi. J'ai repensé à ce dimanche terrible, à ce que Ludivine t'a dit, à mon silence.
Les larmes coulaient maintenant sur ses joues. Et j'ai compris que tu avais raison. Je ne t'ai pas défendu. Je t'ai laissé seule face à ces mots cruels. Je suis un lâche, maman. Un lâche et un mauvais fils. Maxime, non, laisse-moi finir. J'ai passé ma vie à vouloir te rendre fière, à essayer d'être à la hauteur de tes sacrifices. Mais au moment où il fallait vraiment te montrer que tu comptais plus que tout pour moi, j'ai échoué. J'ai choisi ma femme contre ma mère. J'ai choisi l'argent contre l'amour. Il pleurait franchement maintenant, les épaules secouées de sanglots. Je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je voulais que tu saches que je regrette. Du plus profond de mon cœur, je regrette. Je m'étais levée, j'avais contourné la table et je l'avais pris dans mes bras. Mon grand garçon de 42 ans qui pleurait comme un enfant. Je te pardonne, mon chéri. Bien sûr que je te pardonne. Tu es mon fils. Je t'aimerai toujours, quoi que tu fasses. Nous étions restés ainsi longtemps, enlacés, pleurant tous les deux. Toute la douleur, toute la colère, toute la tristesse accumulée pendant ces semaines s'écoulait avec nos larmes. Quand nous nous étions enfin séparés, il s'était essuyé les yeux avec sa manche. Ludivine et moi, c'est fini. J'ai demandé le divorce. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui t'a manqué de respect comme ça. Quelqu'un qui ne comprend pas les valeurs qui m'ont été transmises. J'avais été surprise. Maxime, je ne veux pas que tu divorces à cause de moi. Ce n'est pas à cause de toi, maman. C'est à cause de moi. J'ai enfin compris qui était vraiment Ludivine. Quelqu'un d'intéressé, de calculateur. Quelqu'un qui voulait mon héritage avant même que tu sois morte. Je me suis trompée sur elle. Ou peut-être que je ne voulais pas voir. Il avait regardé autour de lui, contemplant l'appartement avec une expression mélancolique. Tu as fait quelque chose de beau, tu sais, en donnant cet appartement à cette association. Quelque chose de vraiment beau. Je devrais être fière de toi, pas en colère. Tu m'as appris la générosité toute ma vie, et au moment crucial, tu as mis tes actes en accord avec tes valeurs. C'est courageux. Je ne me sens pas courageuse. Je me sens juste, en paix. C'est peut-être ça, le courage. Faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Nous avions passé le reste de la matinée ensemble, à parler, à nous retrouver. Il m'avait raconté sa vie de couple qui battait de l'aile depuis des mois. Les disputes constantes, la pression permanente de Ludivine pour gagner plus d'argent, acheter un appartement plus grand, vivre au-dessus de leurs moyens, son obsession pour mon patrimoine qui avait commencé bien avant ce fameux dimanche. Elle a même consulté un notaire de son côté, m'avait-il confié, pour savoir comment on pouvait accélérer l'héritage. Donation de ton vivant, usufruit partagé, toutes ces combines. Je ne savais pas. Elle le faisait dans mon dos. Quand je l'ai découvert après ta donation, j'ai été écœurée. Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant, quand elle venait me voir seule, quand elle me posait toutes ces questions sur l'appartement? Parce que je ne voulais pas voir. Je me disais que c'était juste de la curiosité, qu'elle s'intéressait à ma famille. J'étais aveugle, maman. Aveugle par amour. Ou plutôt par peur de me retrouver seule. Avant de partir, il m'avait serré très fort contre lui. Je vais retirer la plainte. Enfin, je vais obliger Ludivine à la retirer. C'est la moindre des choses. Et je voudrais qu'on se revoie, maman, régulièrement. Comme avant, si tu veux bien de moi. Bien sûr que je veux de toi, mon grand. Tu seras toujours le bienvenu ici. Il était parti et je m'étais assise dans mon fauteuil, épuisée mais heureuse. J'avais retrouvé mon fils. Pas tout à fait comme avant, peut-être. Quelque chose s'était brisé qui ne se réparerait jamais complètement. Mais l'essentiel était là. L'amour. Le pardon. La possibilité d'un nouveau départ. Une semaine plus tard, Maître Fournier m'avait appelé. « Excellente nouvelle, Madame Marchand. Le cabinet d'avocats vient de nous informer qu'ils retiraient leur recours. L'affaire est classée. Vous ne serez pas inquiétés. » J'avais remercié avec effusion, le cœur léger pour la première fois depuis des semaines. Noël approchait. Agnès Bertrand, de l'association Sainte-Marthe, m'avait invité à venir visiter leurs locaux et rencontrer leurs bénéficiaires. Nous organisons un petit réveillon pour toutes nos résidentes. Ce serait merveilleux si vous pouviez venir. Elles aimeraient connaître la dame généreuse qui va permettre à l'une d'entre elles d'avoir bientôt un chez-soi. J'avais accepté avec joie. Le 24 décembre au soir, Maxime était venu me chercher en voiture et nous nous étions rendus ensemble au foyer principal de l'association, situé dans le quartier de Saint-Just. Un immeuble modeste mais propre, avec une grande salle commune décorée pour Noël. Un sapin, des guirlandes, une crèche provençale avec ses santons. Les résidentes étaient là, une vingtaine de femmes âgées au visage marqué par la vie, mais illuminées par les sourires. Agnès m'avait présenté. « Mesdames, je vous présente Odette Marchand. C'est grâce à elle que bientôt, l'une d'entre vous pourra emménager dans un magnifique appartement avec vue sur le Vieux-Port. » Les applaudissements avaient éclaté.
Une femme s'était approchée de moi, les yeux brillants de larmes. Elle devait avoir mon âge, peut-être un peu plus, le dos voûté, les mains déformées par l'arthrite. « Madame Marchand, je m'appelle Francine. J'ai été femme de ménage toute ma vie, comme vous. Je voudrais juste vous dire merci. Merci de penser à nous, aux invisibles, à celles que personne ne regarde. » Je l'avais serrée dans mes bras, incapable de parler tant l'émotion m'étreignait. Voir ces femmes, sentir leur reconnaissance, comprendre que mon appartement allait vraiment servir à quelque chose. C'était le plus beau cadeau de Noël que j'aurais pu recevoir. Nous avions partagé un repas simple mais chaleureux, de la soupe de poisson, de l'agneau rôti, une bûche glacée. Les femmes racontaient leurs histoires, riaient, chantaient des vieux cantiques provençaux. Maxime était à mes côtés, souriant, détendu. À un moment, il avait glissé sa main dans la mienne et avait murmuré « Merci de m'avoir emmenée ici, maman. Ça me fait du bien de voir tout ça. » Vers minuit, alors que les cloches des églises de Marseille sonnaient la naissance du Christ, Agnès s'était levée et avait porté un toast. À Odette, à sa générosité, et à toutes les femmes courageuses qui, comme elle, ont construit ce monde pierre par pierre, sacrifice par sacrifice, sans jamais rien attendre en retour. Les verres s'étaient levés, et dans cette salle modeste d'un foyer pour personnes démunies, j'avais ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De la joie, pure, simple, profonde. La joie de savoir que ma vie avait eu un sens, que mes sacrifices n'avaient pas été vains, que mon appartement, ce refuge que j'avais mis 13 ans à acquérir, continuerait à être un refuge longtemps après ma mort. En rentrant ce soir-là, Maxime m'avait raccompagnée jusqu'à ma porte. « Je t'aime, maman. Je voulais que tu le saches. Et je suis fière de toi. Vraiment fière. Je t'aime aussi, mon grand. Et je suis fière de toi aussi. Tu as eu le courage de reconnaître tes erreurs. Ça aussi, c'est du courage. » Seule dans mon appartement, j'avais regardé une dernière fois le port illuminé par les décorations de Noël. Les bateaux se balançaient doucement sur l'eau noire. La basilique Notre-Dame de la Garde brillait sur sa colline comme une étoile veillant sur la ville. Je m'étais agenouillée une dernière fois devant l'icône de Sainte-Anne. « Merci », avais-je murmuré. « Merci pour cette épreuve qui m'a permis de comprendre ce qui comptait vraiment. Merci pour mon fils qui est revenu. Et merci de m'avoir donné la force de faire ce qui était juste. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'avais dormi profondément, paisiblement, sans cauchemar, sans regret, avec simplement, au fond du cœur, la certitude tranquille d'avoir fait ce qu'il fallait. Les mois qui suivirent ce Noël furent parmi les plus sereins de ma vie. Une paix étrange s'était installée en moi, comme si en renonçant à mon appartement, j'avais en réalité gagné quelque chose de bien plus précieux, ma liberté intérieure. Je n'avais plus peur qu'on me le prenne, plus peur de vieillir seule, plus peur de mourir sans laisser de traces. Mon appartement allait servir. Ma vie avait un sens. Maxime venait me voir tous les dimanches, fidèlement. Parfois nous déjeunions ensemble comme avant. Parfois nous nous contentions d'un café et d'une promenade le long du port. Il avait emménagé dans un petit studio près de la plaine, un quartier vivant et bohème qu'il n'aurait jamais choisi du temps de Ludivine. « C'est bruyant, un peu sale, mais je m'y sens bien », m'avait-il confié. « C'est authentique, vrai. » Son divorce avançait lentement mais sûrement. Ludivine s'accrochait, réclamait une pension alimentaire exorbitante, la moitié de tout ce que Maxime possédait. « Elle veut me ruiner par vengeance », disait-il sans amertume. Mais je m'en fiche. L'argent, on peut toujours le regagner. La dignité, une fois perdue, ne revient jamais. Ces mots m'avaient émue aux larmes. Mon fils avait grandi, enfin. En mars, alors que le printemps commençait à réchauffer Marseille et que les mimosas explosaient en gerbes dorées sur les collines, Agnès m'avait téléphoné. « Odette, j'ai une merveilleuse nouvelle. Nous avons trouvé la personne qui va emménager dans votre appartement quand ?» Enfin, vous savez, mon cœur s'était serré. Quand je mourais. C'était ce qu'elle voulait dire, mais elle n'osait pas prononcer les mots. Racontez-moi. Elle s'appelle Simone Rossi. Elle a 78 ans. Elle a travaillé 45 ans comme aide-soignante de nuit dans les hôpitaux de Marseille. Son mari est décédé il y a 10 ans. Elle n'a pas d'enfant. Sa retraite est de 781 € par mois. Elle vivait dans un studio insalubre du côté de la Busserine, mais le propriétaire vient de la mettre dehors pour rénover et louer plus cher. Elle est chez nous depuis 2 mois et elle attend désespérément un logement décent. Quand je lui ai parlé de votre appartement, de la vue sur le port, elle a pleuré pendant 1 heure. Elle n'arrivait pas à croire qu'une chose pareille puisse lui arriver à elle. J'avais senti ma gorge se nouer. Elle aimerait me rencontrer? Oh oui, elle en meurt d'envie, mais seulement si vous êtes d'accord, bien sûr.
Je comprends que ça puisse être difficile pour vous. Au contraire, j'aimerais beaucoup la rencontrer. Nous avions fixé un rendez-vous la semaine suivante chez moi. J'avais passé les jours précédents à nettoyer l'appartement comme je ne l'avais jamais fait, à astiquer chaque recoin, à faire briller les vitres jusqu'à ce qu'on ne les voie plus. Je voulais que Simone voie l'appartement sous son meilleur jour, qu'elle comprenne à quel point cet endroit pouvait être un refuge, un havre de paix. Le mercredi après-midi, Agnès était arrivée accompagnée d'une petite femme frêle aux cheveux blancs, coupés courts, aux yeux d'un bleu délavé qui trahissait des décennies de fatigue et de chagrin. Elle portait un manteau élimé mais propre, des chaussures usées mais cirées avec soin. Une dignité dans la pauvreté qui me rappelait tant ma propre mère. « Madame Marchand, voici Simone », avait présenté Agnès. Simone s'était avancée timidement, les mains jointes devant elle comme une petite fille intimidée. « Bonjour, madame, je ne sais pas quoi dire. Merci. Merci infiniment. » Je l'avais prise dans mes bras spontanément. « Appelez-moi Odette. Et ne me remerciez pas. C'est moi qui vous remercie de bien vouloir prendre soin de cet appartement après moi. » Nous nous étions assises toutes les trois dans le salon et j'avais servi du thé avec des navettes, ces biscuits parfumés à la fleur d'oranger qu'on trouve chez tous les bons boulangers marseillais. Simone regardait autour d'elle avec des yeux émerveillés, comme si elle visitait un palais. « C'est magnifique », murmurait-elle. « Cette lumière et la vue. » Elle s'était approchée de la fenêtre, avait contemplé le port en silence, les larmes roulant silencieusement sur ses joies creuses. J'ai passé toute ma vie à travailler la nuit dans des hôpitaux sans fenêtres, à m'occuper de malades qui mouraient souvent avant le lever du jour. Je n'ai jamais eu le temps de regarder la mer, les bateaux, le soleil. Et maintenant, vous me dites qu'un jour, je pourrais me réveiller tous les matins dans cet appartement, avec cette vue, cette lumière. Oui, Simone, un jour ce sera chez vous, votre chez vous. Elle s'était retournée vers moi, le visage défait par l'émotion. Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous avez travaillé toute votre vie. Vous avez soigné les malades, soulagé les souffrances, accompagné les mourants. Vous avez donné. Vous méritez de recevoir maintenant. Nous avions passé l'après-midi ensemble. Je lui avais fait visiter l'appartement pièce par pièce, lui racontant l'histoire de chaque meuble, de chaque objet. Cette table, c'était celle de ma mère. Elle a plus de 100 ans. Ce fauteuil, je l'ai trouvé dans une brocante et je l'ai retapissé moi-même. Cette icône de Sainte-Anne, elle appartenait à ma grand-mère. Je vous la laisse, si vous voulez, pour qu'elle continue à veiller sur cette maison. Simone avait touché l'icône du bout des doigts avec une révérence infinie. Ma propre grand-mère était très dévote. Elle m'emmenait à l'église tous les dimanches quand j'étais petite. Je n'y vais plus depuis longtemps, mais je n'ai jamais cessé de croire. Dans les moments difficiles, je prie. Ça me console. Moi aussi, avais-je avoué. Je ne suis pas une grande pratiquante, mais je crois. Je crois que nos vies ont un sens, même quand on ne le voit pas. Je crois que les épreuves nous font grandir. Et je crois qu'il faut donner pour recevoir. Nous étions restées silencieuses un moment, toutes les trois, dans cette communion étrange et profonde de femmes qui avaient reconnu la lutte, la pauvreté, la solitude, mais qui n'avaient jamais perdu l'espérance. Avant de partir, Simone m'avait pris les mains et les avait serrées fort. « Je vous promets quelque chose, Odette. Je prendrai soin de cet appartement comme si c'était le mien. Non, mieux que ça. Comme si c'était un sanctuaire. Parce que c'est ce que c'est. Un lieu sacré où vous avez mis toute votre vie, tout votre amour. Je le respecterai. Je l'honorerai. Et chaque matin, en regardant le port par cette fenêtre, je penserai à vous et je vous bénirai. Cette nuit-là, seule dans mon lit, j'avais pleuré. Mais c'était des larmes douces, libératrices, des larmes de gratitude. Ma vie n'avait pas été facile. J'avais travaillé dur, j'avais souffert, j'avais perdu l'homme que j'aimais trop tôt, j'avais failli perdre mon fils. Mais au bout du compte, j'avais réussi quelque chose de beau, quelque chose qui me dépassait. Les saisons passèrent. L'été arriva avec sa chaleur écrasante, son mistral qui soufflait en rafales brûlantes, ses touristes qui envahissaient le vieux port en bermudas et casquettes. Puis l'automne revint, doux et mélancolique, avec ses lumières dorées et ses premiers froids qui piquaient les joues. En octobre, pour le premier anniversaire de ma donation, l'association Sainte-Marthe organisa une petite cérémonie dans mes locaux. Toutes les résidentes étaient là, ainsi que les bénévoles, les membres du conseil d'administration et bien sûr Maxime qui ne m'avait pas quitté d'une semelle. Agnès avait prononcé un discours émouvant. Il y a 1 an jour pour jour, Odette Marchand a accompli un acte extraordinaire. Elle a décidé de donner ce qu'elle avait de plus précieux, son chez-soi, le fruit de 13 années d'économie et de sacrifice, pour que d'autres femmes, des femmes invisibles, oubliées,
puissent à leur tour connaître la joie d'avoir un toit décent au-dessus de leur tête. Cet acte de générosité pure nous rappelle que l'humanité ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on donne. Merci, Odette. Au nom de toutes ces femmes qui bénéficieront de votre geste, merci. Les applaudissements avaient éclaté. Simone s'était levée et m'avait offert un bouquet de roses blanches. Ces fleurs sont éphémères, comme nous toutes. Mais votre geste, lui, restera. Il traversera le temps. Parce que l'appartement que vous avez donné ne servira pas seulement à moi. Après moi, il servira à une autre femme, puis à une autre, génération après génération. Vous avez créé quelque chose d'éternel, Odette. Un héritage invisible, mais impérissable. Un héritage invisible. Ces mots m'avaient touchée en plein cœur. J'avais passé ma vie à être invisible. Invisible quand je nettoyais les maisons des riches, invisible dans les rues de Marseille, invisible même aux yeux de mon propre fils pendant un temps. Mais maintenant, paradoxalement, en acceptant cette invisibilité, en la transformant en don, j'étais devenue visible, importante, mémorable. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, je m'étais assise une dernière fois dans mon fauteuil près de la fenêtre. Le port s'endormait doucement. Les lumières s'allumaient une à une. Les mouettes poussaient leurs derniers cris avant la nuit. J'avais fermé les yeux et j'avais laissé tous les souvenirs défiler. Ma mère qui me disait « Odette, travaille dur et sois honnête, c'est tout ce qui compte. » René qui m'embrassait sur le front en partant au travail le matin, ce dernier matin où je ne savais pas que je ne le reverrais jamais. Maxime bébé dans mes bras, si petit, si fragile, si parfait. Maxime enfant faisant ses devoirs à la table de la cuisine. Maxime adulte me présentant fièrement son diplôme. Le jour où j'avais signé l'acte d'achat de cet appartement. Le jour où j'avais signé l'acte de donation. Tous ces moments, toute cette vie qui avait été la mienne. Bientôt, cette vie s'arrêterait. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 5, peut-être dans 10. Je ne savais pas. Personne ne sait. Mais je n'avais plus peur. Parce que je savais que j'avais accompli ce pourquoi j'étais venue sur Terre. Aimer, donner, transmettre. Un soir de novembre, alors que l'hiver approchait à nouveau et que les premières pluies frappaient les vitres, Maxime était venu dîner. Je lui avais préparé sa daube préférée, celle qui mijotait pendant des heures et embaumait tout l'appartement. Nous avions mangé tranquillement, en parlant de tout et de rien, dans cette complicité retrouvée qui me réchauffait le cœur. Après le repas, alors que nous prenions le café, il m'avait regardée avec une expression sérieuse. « Maman, je voulais te dire quelque chose. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois, à ma vie, à mes choix, à mes erreurs, et j'ai compris que tu m'as enseigné la plus importante des leçons, même si je ne l'ai comprise que tardivement. Laquelle, mon grand? Que la vraie richesse n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on est capable de donner. Que le bonheur ne vient pas de l'accumulation, mais du partage. Que l'amour ne se mesure pas en héritage, mais en présence, en attention, en respect. » J'avais senti les larmes monter. Tu as compris tout ça? Grâce à toi, grâce à ton exemple. Tu aurais pu garder ton appartement, le léguer par testament, faire comme tout le monde. Mais tu as choisi de faire quelque chose de plus grand, de transformer ta douleur en espoir pour les autres. C'est une leçon que je n'oublierai jamais. Il avait sorti une enveloppe de sa poche. J'ai fait quelque chose. J'espère que tu ne m'en voudras pas. J'ai ouvert un compte d'épargne. Chaque mois, je verse une somme pour l'association Sainte-Marthe. Ce n'est pas grand-chose, 50 € par mois. Mais dans 20 ans, 30 ans, ça fera une différence pour quelqu'un. Et quand je mourrai, tout mon patrimoine, quel qu'il soit, ira à l'association, pour continuer ce que tu as commencé. J'avais porté mes mains à ma bouche, incapable de parler. Mon fils, mon petit garçon, il avait vraiment compris. Je ne veux pas d'héritage, maman. Je veux juste te rendre fière. Et la seule façon d'y arriver, c'est de suivre ton exemple, de donner plutôt que de prendre, d'aimer plutôt que de posséder. Nous nous étions enlacés, pleurant tous les deux, et j'avais su à ce moment-là que ma mission était accomplie, que même après ma mort, quelque chose continuerait. Non pas mon nom, qui s'en souviendrait, mais mon geste, mon exemple, cette petite graine plantée qui germerait, pousserait, porterait des fruits longtemps après que je ne sois plus là pour les voir. Les années passèrent encore, 3 ans, 5 ans. Je vieillissais doucement, inexorablement. Mes genoux me faisaient de plus en plus mal dans les escaliers. Mes mains tremblèrent parfois en tenant ma tasse de café. Ma vue baissait. Mais mon cœur, lui, était en paix. J'avais dû arrêter de travailler à 77 ans, quand mes forces m'avaient définitivement abandonnée. Ma retraite était modeste, 850 € par mois, mais suffisante. Je vivais simplement comme j'avais toujours vécu, et j'étais heureuse.
Maxime venait me voir 2 fois par semaine maintenant. Il avait rencontré quelqu'un, une femme douce et discrète qui travaillait comme bibliothécaire. « Elle te plairait, maman ?» m'avait-il dit. « Elle ne s'intéresse pas à l'argent, elle aime les livres, la musique, les longues promenades. Elle est simple, vraie. » Il me l'avait présentée quelques semaines plus tard. Claudine s'appelait-elle, une femme aux cheveux gris attachés en chignon, aux yeux intelligents et bienveillants, qui m'avait tout de suite mise à l'aise. « Maxime m'a beaucoup parlé de vous, Madame Marchand, de votre courage, de votre générosité. C'est un honneur de vous rencontrer. » Ils s'étaient mariés l'année suivante dans une cérémonie toute simple à la mairie, suivie d'un déjeuner dans un petit restaurant du Panier avec une dizaine d'amis proches. Pas de chichi, pas d'ostentation, juste de l'amour. J'avais pleuré de joie en les voyant échanger leurs vœux. Mon fils avait enfin trouvé le bonheur. Le vrai. Celui qui ne se mesure pas en mètres carrés ou en compte en banque. Par un matin d'avril, alors que j'avais désormais 80 ans bien sonnés et que chaque mouvement me coûtait un effort, Agnès était venue me rendre visite. Elle avait vieilli elle aussi, mais son sourire était toujours aussi lumineux. « Odette, j'ai quelque chose à vous montrer. » Elle avait sorti son téléphone et m'avait fait défiler des photos. Des photos de mon appartement, mais transformées, rénovées, embellies. La cuisine avait été refaite avec des meubles modernes mais sobres. La salle de bain avait une nouvelle douche adaptée aux personnes âgées. Les murs avaient été repeints dans des tons clairs et apaisants. « Nous avons fait quelques travaux pour adapter l'appartement, » avait expliqué Agnès. « Avec l'argent des dons, notamment ceux de votre fils qui verse régulièrement depuis 5 ans, Simone pourra emménager dans les meilleures conditions. » J'avais regardé ces photos avec émotion. Mon appartement, qui n'était plus tout à fait le mien, mais qui restait mon refuge, mon héritage, mon offrande au monde. « Vous savez, Odette, » avait continué Agnès, « ce que vous avez fait a inspiré d'autres personnes. Nous avons reçu 3 nouvelles donations depuis la vôtre. 3 personnes qui, comme vous, ont décidé de léguer leur logement à l'association. Vous avez créé un mouvement. Vous avez montré que c'était possible de vieillir autrement, de mourir autrement, en laissant quelque chose de beau derrière soi. » Ces mots m'avaient empli d'une joie immense. Mon geste n'avait pas été vain. Il avait porté des fruits au-delà de mes espérances. Un soir d'automne, j'avais maintenant 81 ans. Alors que je regardais le porc s'endormir depuis mon fauteuil, j'avais senti une fatigue immense m'envahir. Une fatigue différente de celle que je connaissais. Pas une fatigue du corps, mais une fatigue de l'âme. Comme si ma vie, doucement, commençait à se retirer de moi comme la mer se retire à marée basse. J'avais regardé une dernière fois cette vue que j'avais contemplée des milliers de fois. Les bateaux qui se balançaient doucement, les lumières qui clignotaient sur les quais, la basilique qui veillait sur la ville du haut de sa colline. Et j'avais murmuré « Merci, merci pour tout. » Cette nuit-là, j'avais fait un rêve. Je marchais sur le Vieux-Port, mais j'étais jeune à nouveau, j'avais 20 ans, et René était à mes côtés. Il me tenait la main et nous regardions les bateaux rentrer au port. « Tu as bien fait, ma belle, » me disait-il. « Tu as fait ce qu'il fallait. Je suis fière de toi. » Puis ma mère apparaissait, souriante, rajeunie. « Viens, ma petite. Il est temps de rentrer à la maison. » Je m'étais réveillée en sursaut, le cœur battant. Il faisait encore nuit. J'avais regardé l'icône de Sainte-Anne sur le mur et j'avais senti une paix profonde m'envahir, une certitude tranquille. Bientôt, très bientôt, mon voyage toucherait à sa fin. Mais ce n'était pas grave. J'avais fait ce que j'avais à faire. J'avais aimé. J'avais donné. J'avais transmis. Le lendemain matin, quand le soleil s'était levé sur Marseille, illuminant le port de ses rayons dorés, j'étais assise dans mon fauteuil, regardant une dernière fois cette vue magnifique. Mon cœur était léger. Mon âme était en paix. J'avais vécu, vraiment vécu. Et maintenant, je pouvais partir sereine, parce que je savais que mon appartement continuerait à vivre, que Simone y trouverait refuge, qu'après elle, une autre femme s'y installerait, puis une autre, génération après génération, et que chaque fois qu'une de ces femmes s'assierait près de cette fenêtre pour regarder le port s'endormir, une petite partie de moi serait encore là, invisible mais présente, veillant sur elle comme Sainte-Anne veillait sur moi. Mon héritage n'était pas fait de pierre ou de papier. Il était fait d'amour, de compassion, d'espérance. Et ça, personne ne pourrait jamais me le prendre, même pas la mort. Épilogue. 3 ans plus tard, par un matin de printemps ensoleillé, Simone Rossi franchissait pour la première fois le seuil de l'appartement du Vieux-Port. Elle portait une valise usée contenant toutes ses possessions terrestres et dans son sac à main, une petite photo encadrée. La photo d'Odette Marchand. Elle entra lentement, découvrant chaque pièce avec des yeux émerveillés. Puis elle s'approcha de la fenêtre,
contempla le porc qui s'éveillait et murmura « Merci, Odette. Je te promets d'en prendre soin. Je te promets de transmettre ton exemple. Je te promets que ton geste ne sera jamais oublié. » Elle s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre, le même fauteuil où Odette avait passé tant d'heures, et regarda l'icône de Sainte-Anne accrochée au mur de la chambre. Une lumière douce entrait par les fenêtres, caressant les murs fraîchement repeints. Et quelque part, invisible mais présente, l'âme d'une vieille femme qui avait passé sa vie à frotter les sols des autres souriait. Parce qu'elle avait réussi. Elle avait transformé 13 ans d'économie en éternité. Elle avait transformé sa douleur en espérance. Elle avait transformé un appartement en sanctuaire. Et ça, c'était le plus beau des héritages. Fin, ma belle-fille m'a reçue avec un faux sourire en disant « Madame a déjà assez vécu, laissez l'appartement pour nous. » J'avais économisé 13 ans pour l'acheter, mais elle ne s'attendrait jamais à ce que je...